Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis Guilhem Ricavi, je suis le directeur délégué de Var Matin. Très fier d'ailleurs d'être le directeur de Var Matin. Je tiens tout d'abord à excuser Simon Perrault, qui est le directeur général du groupe Nice Matin, Var Matin, qui aurait aimé être là. Il me l'a encore dit hier à Nice, mais il est retenu ce soir au lancement d'un magazine de notre groupe, qui est le Guide de l'été. Le hasard du calendrier a fait que, pour plein de raisons, ça tombait en même temps. Et donc, il s'excuse de ne pas être là, mais en tout cas, il m'a missionné pour, au nom du groupe Nice Matin, vous remercier. À commencer ici par l'hôpital René Sabran qui nous accueille dans ce cadre incroyable. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Pour tout vous dire, sur la route, je me suis dit, tu as dû te tromper de route parce que je m'attendais à tomber sur un centre de vacances. Et au final, je suis impressionné de découvrir... je ne sais pas en tout cas si le cadre a un effet sur la santé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on imagine ici qu'on doit peut-être se remettre un peu mieux qu'ailleurs de ces blessures. Donc je tenais à remercier bien évidemment l'hôpital René Sabran, remercier également, et c'est une première pour ce rendez-vous de ce soir, nos lecteurs abonnés, puisqu'on a ouvert nos rendez-vous à des lecteurs qui manifestent de l'intérêt pour la santé. J'aime à le rappeler, moi je suis arrivé récemment dans ce journal, j'étais un petit peu plus à l'ouest avant. Il y a une rubrique santé tous les dimanches dans Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin qui est assez exceptionnelle, qui à ma connaissance, et je ne dis pas ça pour flatter l'équipe de la santé qui est réunie ce soir, mais qui est unique dans la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire que tout le monde parle à un moment donné de santé, mais un cahier qui fait 7 pages dans les Alpes-Maritimes, parfois plus, et qui est éditionné également dans le Var avec des sujets spécifiques, moi je ne connais pas d'équivalent aujourd'hui. Il n'y en a pas. Donc. Et donc voilà, avec une équipe rédactionnelle qui est très investie. Alors, vous avez la chance de les avoir réunis ce soir, puisque Nancy est là, bien sûr, chef de service. Il y a Caroline qui est derrière la table, qui est la bonne élève qui va devoir travailler ce soir, le stylo à la main. Il y a Stéphanie, bien évidemment, qui est là, et puis Sophie qui est là aussi. Donc c'est un rendez-vous important pour la rédaction aussi. Aborder la santé, c'est jamais très facile, selon moi, je parle en journaliste, parce qu'on ne sait jamais où placer le curseur. Soit on est trop pointu et on a peur de perdre des gens, soit on est trop grand public et au final, qu'est-ce qu'on apporte à nos lecteurs? Et je trouve que l'exercice, Nancy, je le dis devant toi et tes collègues de ton service, est plutôt réussi parce que je trouve que dans ce cahier, le grand écart est réussi entre parler à tout le monde et à chacun avec des sujets parfois très approfondis, parfois plus légers. Ça parle de sexologie, de risques avec le soleil. Alors bon, ça pourrait être le thème de la soirée, mais on a tous conscience qu'il fait bien chaud. En tout cas, voilà, l'exercice est plutôt réussi. Et puis au moment des remerciements, et j'insiste là-dessus parce que ces rendez-vous sont possibles, parce que ce club a des partenaires qui lui permettent d'exister, de vivre, et des partenaires qui apportent aussi leur expertise, chacun dans leur domaine. Alors il y a des partenaires qui sont historiques. Tout à l'heure, je demandais justement à Nancy, dans ce club, donc il y a des gens qui l'ont rejoint dès le départ, d'autres qui l'ont rejoint plus récemment. Mais sans vous, ça ne pourrait pas exister. Donc on tient à vous remercier pour cela et de permettre justement la propagation de la parole médicale dans un monde où, hélas, sur Internet, les fake news se multiplient. On voit bien que le thème de la santé, oui, ne fait pas exception. On entend tout et n'importe quoi. D'avoir des gens sérieux qui en parlent à des journalistes sérieux, oui, c'est la garantie quand même d'avoir une information de qualité. Donc je me permets de citer les partenaires qui nous accompagnent, l'hôpital René Sabran, bien sûr, on l'a dit, l'hôpital Léon Bérard, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne également, qui accueille de nombreux patients toute l'année. Il y a Audition Conseil, bien sûr, qui est avec nous. L'hôpital Fréjus-Saint-Raphaël, qui est un des partenaires historiques du club, le Crédit Agricole qui nous a rejoint plus récemment, la Croix-Rouge Compétences qui forme, et c'est important également, et puis à l'IPSI Var, c'est l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu dont on parlait à l'instant avec la directrice de l'hôpital. Donc merci à vous. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais remercier une fois encore les partenaires, remercier le service santé dont on est très fiers, en plus qui est toujours dans la bonne humeur. Moi, j'avoue que voilà, on parle de santé. C'est moi qui lui ai écrit le discours. Non, mais de façon générale, moi quand je vois Sophie, je vois des gens qui ont le sourire, donc c'est plutôt agréable dans une rédaction. Et puis donc nouveauté aussi, je vais passer la parole, je te donne la parole tout de suite. Remercier bien évidemment le professeur Franck Chauvin, qui est un grand nom de la prévention, professeur de médecine, oncologue, médecin de santé publique, qui vient de Lyon. Donc bien évidemment, merci d'être là. Je
je laisserai Nancy vous présenter de façon un petit peu plus précise. Et puis je remercie les équipes de Nice Matin parce que c'est une nouveauté. On se dit que pour parler au plus grand nombre, il faut parler sur Internet aussi. On ne veut pas laisser la place aux IA diverses et variées. Et donc ces rendez-vous sont désormais filmés. Il y a quelques semaines, j'étais à Nice, à l'EDEC, où Nancy débattait justement de l'IA et de la santé dans un amphithéâtre plein. Et l'équipe vidéo donc, de Nice Matin et Var Matin est là désormais pour capter ces moments, parce qu'on sait l'importance que ça a de multiplier nos canaux de communication. Donc merci à tous, merci monsieur le professeur. Nancy, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci infiniment, Guilhem, pour cette présentation. Je vais beaucoup parler, mais là, la parole tout de suite à Karine Amela, la directrice de ce modeste établissement, très sinistre. Je lui cède la parole. Merci infiniment, Karine, de nous accueillir. Merci, Nancy. Bonsoir à tous. En réfléchissant aux petits mots d'accueil que j'allais prononcer ce soir, il y a 3 mots qui me sont venus. D'abord, heureux. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'y reviendrai. Ensuite, honoré de votre présence, professeur, et de la qualité des débats qui s'en suivront, j'en suis sûre. Et puis aussi impatiente et ou curieuse de la qualité des échanges pour participer maintenant depuis plusieurs années, en fait, au Club Santé, d'abord à Nice Matin et puis maintenant celui de Var Matin. Heureuse pourquoi ? Heureuse parce que je suis très heureuse quand on peut ouvrir notre établissement. Notre établissement, il est un peu singulier, et pas que par son site. Il est aussi singulier par le fait qu'il dépend des Hospices civils de Lyon. Donc j'ai envie de dire, quand on parle de l'hôpital René-Sabran, c'est l'hôpital René-Sabran-Hospice civil de Lyon, tout attaché. Voilà. Et ça compte pour nous, d'autant plus en présence d'un Lyonnais de l'étape, interne des hôpitaux de Lyon, voilà, et qui a donc pu découvrir que cet hôpital était un hôpital universitaire. Je pense que c'est un élément différenciant qu'il est important de partager. Et que vous le rappeliez tout à l'heure, mais je crois que le site exceptionnel, en dehors du fait qu'on va y passer une bonne soirée, qu'on espère que la chaleur va baisser un peu, que l'air va nous permettre de passer un moment agréable, cet environnement exceptionnel, il est contributif du soin, sans aucun doute. C'est une évidence. Et on travaille en ce sens avec les équipes médicales et soignantes pour utiliser notre environnement incroyable, à la fois la mer, mais aussi le parc arboré, qui fait quand même 30 hectares, pour en faire un outil du soin. Et on travaille beaucoup sur les questions de santé environnementale. Ce serait une offense que de ne pas le faire sur ce site-là. Mais aussi de l'expertise des équipes médico-soignantes, je le disais, qui travaillent aussi à la formation des plus jeunes, qui forment des internes, des étudiants, mais aussi l'ensemble des plus jeunes professionnels paramédicaux. Donc très heureuse de l'ouvrir, de vous permettre de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et de le redécouvrir, parce que je vois beaucoup de têtes connues et beaucoup de partenaires aussi de l'hôpital assis devant moi ce soir pour les autres. Très honorée, très honorée, professeur, de votre présence et du sujet que vous allez traiter avec nous. J'y reviendrai pas plus longuement, puisque c'est le sujet du débat. Néanmoins, les questions de prévention et comment un hôpital qui, par nature, est dans le soin, voire dans le recours et dans l'aigu, doit s'intéresser à ces questions de prévention. Je pense que même si c'est en train de prendre doucement, il faut qu'on continue à mettre l'ouvrage sur le métier, et cette soirée est l'occasion de le faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. En premier lieu pour nous les hospitaliers, je crois. Et puis enfin, très curieuse de ce qui ressortira des échanges de ce soir. Ces débats et ces soirées du Club Santé sont toujours extrêmement riches. On y découvre des personnes et on y découvre des pratiques. Et les échanges de pratiques, il n'y a pas mieux comme stimulation pour essayer de faire encore mieux pour les patients qui nous font confiance. Voilà, donc merci de votre présence et très bonne soirée à tous. Merci infiniment, Karine Amela. Comme vous le savez, ces débats, voilà, on a le plaisir d'accueillir un brillant professeur que je présenterai assez rapidement parce qu'il est aussi brillant que modeste, donc je ne vais pas le mettre mal à l'aise d'emblée. Mais en tout cas, ce type de soirée, c'est aussi
dédié à l'échange, hein, parce que je crois que ce que l'IA ne remplacera jamais, c'est l'échange et le débat. Donc on va y aller, on va débattre, on va s'interroger. Alors si le professeur Chauvin est un grand nom, vraiment un des plus grands noms de la prévention en France, et je le dis parce que je crois que c'est la voix la plus intéressante et la plus libre qu'on puisse entendre dans ce domaine, mais aussi dans l'organisation du système de soins et de santé. Et je crois qu'il est aussi sans langue de bois. Alors je sais qu'il est capable de dire des choses qui peuvent heurter et je m'en réjouis d'avance parce que j'aime bien en fait et qu'on ne peut pas avancer si on ne heurte pas les choses. Alors il peut en plus, d'autant plus se permettre ça, que vous êtes professeur de cancérologie, que vous avez fait une carrière, vous avez traité les maladies les plus graves qui soient, enfin parmi les maladies les plus graves. Vous êtes aussi médecin de santé publique. Vous avez présidé, alors c'est assez mal connu, j'ai été assez surprise, le Haut Conseil de santé publique, qui a un rôle majeur, mais j'étais surprise parce que c'est pas si connu que ça. Et c'est peut-être déjà un révélateur. Et surtout, je crois qu'un de vos axes majeurs, c'est aussi les cancers évitables. C'est peut-être votre expérience de cancérologue qui vous a amené à cette pensée-là. Donc, je vais me permettre de vous poser quelques questions. On va discuter un petit peu. Enfin, je vais vous laisser quand même un petit peu la parole au départ. Mais j'ai envie de vous poser presque une question un peu provocante au départ. Est-ce que, avec les problèmes d'accès aux soins aujourd'hui, avec tous ces gens qui passent des mois à essayer d'obtenir un rendez-vous chez un dermato, qui ont du mal à avoir un rendez-vous chez un spécialiste, avec ces cancers qui explosent, avec ces maladies chroniques qui explosent, est-ce qu'on peut être entendu quand on parle de prévention ? Bonsoir à tous et merci pour cette question qui permet de rentrer dans le sujet. D'abord, la prévention apparaît maintenant de partout. Moi, je vais peut-être commencer par vous raconter une histoire. J'étais cancérologue, vous l'avez rappelé, enfin je suis toujours cancérologue. J'ai été vice-président de la Ligue nationale contre le cancer, donc vraiment j'étais le cancérologue, service de jour, etc. J'étais directeur général adjoint du centre Léon-Bérard à Lyon, donc centre de lutte contre le cancer, vraiment, etc. Et toutes les années, on allait voir les tutelles. À l'époque, c'était l'agence régionale d'hospitalisation. Je réponds à votre question. Non, mais je vous raconte cette histoire parce que voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai changé un peu ma réflexion sur le sujet. Et toutes les années, on revenait de l'ARH qui nous félicitait parce que le nombre de patients avait augmenté. Vous avez tout dit. Et en rentrant, on ouvrait le champagne. À l'époque, on avait encore le droit de boire dans les hôpitaux, ce qui n'a plus le cas maintenant. Et on ouvrait le champagne parce que notre activité avait augmenté. Le problème, c'est quand vous regardez les chiffres, on sait qu'à peu près, à l'époque, 40% des cancers sont évitables. C'est-à-dire ne devraient jamais avoir lieu. Parce qu'ils sont liés à des facteurs qu'on connaît maintenant parfaitement bien. Et donc, je me disais, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire, on se réjouit d'avoir de plus en plus d'activités. L'ARH à l'époque, se fichait complètement de nos résultats, à savoir si l'espérance de vie augmentait. Ce n'était pas son souci, c'était que notre activité augmente. Et je me suis dit, c'est plus possible de faire ça. Et je suis parti, j'ai quitté Lyon, je suis allé pour un Lyonnais, c'est le bout du monde, je suis allé à Saint-Étienne. Ouh là 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 là. Le micro. Créer un centre de prévention des cancers, parce qu'on voulait que je le crée à Lyon, mais les Lyonnais vont bien mieux que les Stéphanois. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé aux problèmes de prévention et surtout aux problèmes de la santé de la population. Et en fait, mon cheval de bataille, c'est et si on s'occupait de la santé plutôt que de penser que consommer des soins a quelque chose à voir avec la santé. Excusez-moi, peut-être l'avez-vous dit, c'était en quelle année ça ? C'est pas gentil.
C'était dans les années, le début des années 2000, D'accord. à peu près, et je suis parti en 2005. Alors, excusez-moi, mais je vais me permettre, Karine, il y a des directeurs d'établissement, et donc Karine Amela, on ouvre encore le champagne quand l'activité augmente aujourd'hui, 20 ans plus tard. On est d'accord. Rien n'a changé. Quand vous avez fait cette observation, tous les hôpitaux aujourd'hui sont soumis aux mêmes exigences d'activité croissante. Alors, Un peu plus près, s'il vous plaît, oui, parce que l'ingénieur son... pardon, excusez-moi. Si on va un tout petit peu plus loin et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, parce que quand même, il faut essayer de comprendre, dans des systèmes aussi compliqués qu'un système de santé, mais c'est la même chose pour un système industriel, etc. En fait, ce qu'on vit maintenant dépend de décisions qui ont été prises dans les années 70 à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ? Dans les années 70, et il y a beaucoup de littérature sur le sujet, on s'est dit c'est trop compliqué de soigner les gens. C'est vraiment compliqué parce que ça prend du temps, il faut s'en occuper, etc. On ne va jamais y arriver. Et donc, on a remplacé le fait de soigner les gens par le fait de produire des soins. Alors vous allez me dire c'est faux, etc. J'ai quelques arguments. Et donc, on a remplacé par ce qu'on a appelé la consommation de soins, et on a monté le système de production de soins sur le dernier système productiviste qui a été installé en France, à savoir la grande distribution. Et on a créé ces grands hôpitaux sur le modèle des hypermarchés. On a fait des hypermarchés du soin. Et d'ailleurs, alors, on ne pouvait pas les faire en centre-ville parce qu'il y avait besoin de place, il y avait besoin de parking, etc. Et donc, en général, à moins d'1 kilomètre d'un CHU, d'un CSG, vous avez, c'est ce que je disais dans la voiture, excusez-moi de répéter, vous avez un Auchan, un Carrefour, un Leroy Merlin ou un Castorama. Ça ne loupe pas. Je ne connais pas d'exception, sauf à Paris, etc. La seule différence de ces grandes structures de consommation, d'alimentation et autres, c'est qu'elles ne font pas payer le parking, alors que vous savez que dans les CHU, on fait payer le parking. Donc, c'est la seule différence. Et donc, on a construit un système de production de soins qui intègre tous les éléments de la production industrielle. On a introduit le contrôle qualité, ça vient de l'industrie. On a introduit l'accréditation, ça vient de l'industrie. On a introduit la check. Et moi, j'y ai participé. J'étais dans le premier collège de l'ANAS, donc je donne le leçon à personne. J'étais dans le premier collège de l'ANAS pour l'accréditation, mais on a créé l'accréditation, etc., etc. Les directeurs d'hôpitaux ne sont pas fait appeler les directeurs d'hôpitaux. Ils ont voulu qu'on reconnaisse leur rôle, ils se sont fait appeler managers de la santé. Ça vient de l'industrie, les managers, ça ne vient pas de la santé. Et donc, on voit bien que petit à petit, notre système a dérivé vers un système de production de soins. Qui a quel objectif, en fait ? Eh bien, en fait, il n'a qu'un objectif, c'est d'empêcher le décès. C'est son unique objectif. Et il faut empêcher le décès des plus âgés. Et quand vous regardez les chiffres, c'est vraiment très frappant. Alors, ça date à peu près des années 70, où on a vu que l'espérance de vie augmentait plus vite que l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, la France a fait le choix de traiter des malades plutôt que de produire de la santé. Et d'ailleurs, pour entretenir la confusion, on appelle les professionnels de soins, on les appelle des professionnels de santé. Si les professionnels, je suis médecin, donc je le dis, et je vous ai dit que je n'ai pas de langue de bois, donc je le fais sans langue de bois. Si les professionnels de soins produisaient de la santé, ça se saurait. Il y aurait des indicateurs qui iraient bien. Les établissements de santé n'ont rien d'établissement de santé, ils produisent des soins, c'est des établissements de soins. Et d'ailleurs, dans tous les hôpitaux, dans tous les pays du monde, ça s'appelle Healthcare Professionals. Ça, c'est Healthcare, c'est le soin. Healthcare Institutions, c'est des hôpitaux dans tous les pays du monde. C'est pas jamais Health Institution, c'est Healthcare. Et donc, en France, pour entretenir la confusion, en fait, on a mélangé le soin et la santé en permanence. Et donc, on est dans la situation actuelle, qui est laquelle ? En fait, on est un système qui produit du soin
à fond, vraiment. On en a besoin. Alors attendez, je termine ma démonstration, puis après je vous laisse réagir, bien sûr. Et qui produit du soin, qui empêche le décès. Et dans les années 70, 75, on introduit une notion, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que jamais on va demander à un médecin des comptes sur sa prescription. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle coûte quelque chose? Est-ce qu'il y a ce qu'on a introduit maintenant, ce qu'on appelle le retour sur investissement? Et cette évolution, en fait, qui date des années 70, nous amène à ce qui a été théorisé par un médecin psychiatre en 1977, qui a écrit un article qui est très intéressant. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est constitutif de ce qui se passe. Il explique tous les pays qui voudront augmenter l'espérance de vie plus vite que l'espérance de vie en bonne santé verront leur système de soins saturé par les maladies chroniques. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas qu'on a besoin d'avoir autant de systèmes de soins, c'est qu'on a tout fait pour qu'il y ait de plus en plus de malades. Parce que dans un système productiviste, il y a une règle qui ne déroge jamais, c'est qu'il faut que le marché augmente inévitablement d'année sur année. Sinon, le système s'écroule. Regardez la grande distribution. Il y a eu 5 vagues, je ne vais pas faire d'économie trop, mais la première vague, ça a été l'industrie lourde. Elle a fait faillite, ça a été délocalisé ailleurs. Boussac, la sidérurgie, etc. La deuxième vague, ça a été l'automobile. Regardez ce qui est en train de se passer, vous saurez ce qui attend la santé. La troisième vague, ça a été la grande distribution. Casino, qui est stéphanois, a fait faillite. Auchan est en train de revendre ses magasins. Et Carrefour est en train de réfléchir, bien sûr, à la suite, etc. Et eh bien, c'est ce qui va se passer pour le système de soins, c'est-à-dire que notre système de soins est dans un état de faillite en ce moment, 25 milliards de déficit cette année, on attend 40 milliards l'année prochaine. Et ce système, en fait, si vous regardez la grande distribution, qu'est-ce qui va se passer? La grande distribution réouvre les structures de proximité à fond, à fond, à fond, les Carrefour Market, Auchan Direct, etc. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Et je termine cette introduction peut-être un peu longue, mais je laisserai ensuite réagir. Parce qu'en fait, on a construit notre système dans les années 70 pour produire des soins à une population qui était jeune, qui avait des maladies aiguës à l'époque, et qui avait une voiture. Et on se retrouve avec une population âgée, qui a des maladies chroniques, et qui n'a plus de voiture. Et donc, on voit que notre système est complètement désadapté, ne peut plus fonctionner. Et d'ailleurs, alors, j'ai une marotte, chacun ses trucs. Moi, je fais la collection des déclarations de ministres sur le système de santé, d'accord? Ah ouais. Donc, chacun son truc. Mais il y a une chose qu'ils disent tous depuis 2017. La première, ça a été Agnès Buzyn dans Libération en décembre 2017. Mais tous, les uns après les autres, disent exactement la même chose. Notre système est à bout de souffle. Tous. Quand un système est à bout de souffle dans tous les domaines hors la santé, on réfléchit au système d'après. Et il se trouve que tout le monde actuellement est paralysé et qu'on n'arrive plus à bouger parce qu'en fait, on voit bien que les enjeux sont absolument considérables. Donc, voilà, on peut peut-être, je peux peut-être m'arrêter là dans cette introduction. Mais pour vous dire qu'on est plusieurs, et même maintenant de plus en plus, c'est pour ça que vous disiez est-ce que la prévention, etc. On est à un moment charnière de notre système. Parce que si vous regardez ce qu'il a produit, 10 millions de maladies chroniques en 2010, 14 millions en 2024, on attend 30 millions, 25 millions de maladies chroniques en 2030-2035. L'année dernière, 31% de la population a été traitée, a été hospitalisée, a consulté pour une maladie chronique. Le taux d'augmentation, c'est 2,5% par an. Alors on se dit, il faut rajouter de l'argent. Le budget des hôpitaux a été augmenté de 50% en 5 ans. On a remis 50% de plus. Et vous voyez, tout le monde dit, il n'y a pas assez d'argent.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution dans le système actuel. Parce qu'en fait, il n'est pas pérenne, et ce n'est pas moi qui le dis. Thomas Fatome, déclaration en mai 2025, dit « Notre système n'est plus soutenable ». Catherine Vautrin reprend 3 semaines après la même déclaration. Elle dit « Notre système n'est pas soutenable » avec quelque chose qu'elle a introduit dans le débat, et la baisse de la natalité ne va pas aider à la soutenabilité du système. Et donc on voit bien que le système n'est pas soutenable, et non seulement il n'est pas soutenable, mais beaucoup de gens pensent, dans mon milieu, je fréquente beaucoup de politiques, députés, ministres, etc. Beaucoup de gens disent, en fait, il va être en cessation de paiement. C'est-à-dire que pour l'instant, il tient par une lettre de crédit qui est signée par le gouvernement pour que la CNAM puisse emprunter. Il suffit que le gouvernement ne signe pas ou ne puisse pas signer, soit empêché de signer, et à ce moment-là, on est en situation de cessation de paiement. Je vous laisse. On entend. Non, mais merci moi, pour si cette introduction extrêmement réjouissante. Je ne sais pas comment on va rattraper ça, mais on va essayer quand même. Alors, pour aller un peu dans votre sens, mais on comprend tout à fait ce que vous dites, le point de vue, ce que ça nous coûte, c'est de l'argent public, hein, c'est dans nos poches que c'est puiser cet argent qui vient renflouer. Par contre, moi... C'est pas dans nos poches. Excusez-moi, c'est pas dans nos poches. Non, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé, alors je continue. D'accord. Non, mais bien sûr. Je ne me suis pas permise de vous interrompre, mais vous pouvez par contre dans l'autre sens y aller allègrement. Non, mais je vais dans votre sens. Quand vous regardez ce que produit notre système, en fait, il produit de l'espérance de vie, mais pour qui ? Qui est-ce qui bénéficie de cette augmentation de cette espérance de vie ? Les plus âgés. Les plus de 75 ans. Uniquement les plus de 75 ans. Et la contribution des plus jeunes, j'en vois quelques-uns qui sont dans cette catégorie. Oui, il y a ceux comme moi qui se croient encore très jeunes, mais malheureusement, on sait bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais la contribution des plus jeunes, des moins de 40 ans, et surtout les moins de 30 ans, à l'augmentation de l'espérance de vie, actuellement, elle est négative. C'est-à-dire qu'ils contribuent négativement à l'augmentation de l'espérance de vie, pendant que les plus de 75 ans, c'est l'INSEE qui le dit, c'est des chiffres qui sont disponibles. Simplement, il y a Alain qui disait le plus difficile, c'est pas de dire ce que l'on voit, c'est de voir ce que l'on voit. C'est exactement ça. On a tout sur la table. Et donc, la contribution des plus jeunes à l'augmentation de l'espérance de vie actuellement, elle est négative. Mais non seulement on fait vivre les plus âgés, le baby-boom, au détriment de l'espérance de vie des plus jeunes, mais en plus, c'est les plus jeunes qui vont payer, parce que c'est eux qui vont payer. Bien sûr. C'est pour ça que ce n'est pas dans nos poches. En tous les cas, ce n'est pas dans les miennes. C'est dans la poche des moins de 50 ans, pour faire ça. Oui. C'est ça le paysage. Oui, tout à fait. On entend parfaitement ce que vous dites, mais moi, je vais relever juste une petite expérience personnelle et récente, mais qui va dans le même sens de ce que vous présentiez initialement. Je rencontrais de directions d'hôpitaux très récemment et qui me posaient comme ça la question, vous qui êtes dans la presse et la presse est en souffrance, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut augmenter nos parts de marché ? C'est la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes en recul, comparez un peu nos systèmes, comment on fait pour augmenter les parts de marché ? Donc votre discours, on l'entend, mais 25 ans plus tard, après cette remarque où vous sabriez le champagne parce que vous aviez augmenté vos activités, on est exactement dans la même situation avec une pression sur les établissements de santé pour qu'ils fassent du chiffre, pour qu'ils retournent à l'équilibre, ou qu'ils essayent au moins de réduire la dette. Ils emploient des milliers de personnes. Je prends un exemple, puisqu'on est à Nice. Donc, nous, le CHU de Nice, c'est 9500 salariés. Il faut leur donner à bouffer. Hein. C'est une entreprise. Moi, je sais pas. Je me fais... Qu'est-ce que vous mettez en face ? Vous voulez dire... en fait, il y a... puisqu'on a échangé un petit peu... Pour vous, il y a à peine 20%, peut-être je me trompe, de soins qui sont réellement pertinents et adaptés. Ou peut-être un petit peu plus, on va dire 30, voilà. Donc si on réduit d'autant, c'est quoi ces systèmes ?
s'effondre aussi. Ce sont des employeurs, ils font vivre des familles, ils font vivre... C'est des entreprises. Donc qui a intérêt aujourd'hui à ce que ces entreprises, entre guillemets, se retrouvent en difficulté? Qui peut agir contre ça? Qui peut dire on met un stop là, ça va plus? Je dis à Karine, ah, mais là, il y a 70% des... Non, ici c'est très compliqué parce qu'on a des patients très lourds, souvent. Mais bon, je dis à n'importe quel établissement, là on va faire un peu le ménage, on va aller voir ce qui est vraiment pertinent et on va réduire d'autant cette activité. Qu'est-ce que vous leur proposez en échange? Non, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses. Parce que voilà, on est... Enfin, je vous invite à lire les 3 colloques qu'a fait l'Académie de médecine. Hein. Pourtant, l'Académie de médecine... Un peu plus proche, s'il vous plaît. J'y suis depuis pas très longtemps, mais on ne peut pas dire que ce sont des révolutionnaires. Mais ce que je vous raconte est partagé par l'Académie de médecine. C'est-à-dire que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce diagnostic. Et quand vous lisez la littérature, parce qu'on ne peut pas faire comme si on n'avait rien, quoi. Moi, ce qui me frappe, c'est en fait, on a tout sur la table. Et donc, pour l'instant, on n'en est pas à proposer quelque chose, on est à essayer d'anticiper ce qui va se passer. Donc, ce qu'on peut anticiper, c'est que notre système productiviste connaît déjà une crise qui est une crise majeure, qui est une crise de financement. Et le problème, c'est qu'il n'y aura jamais plus d'argent. Tout le monde, tous ceux les directeurs qui attendent toujours plus d'argent, les cancérologues, ils veulent toujours plus d'argent. Il n'y en aura pas, parce qu'il n'y en a pas. On est à peu près à 12% du PIB. On est le 3e ou 4e pays à dépenser le plus au monde. Et ceux qui sont devant, franchement, c'est les États-Unis, 16 à 17%. Donc, en fait, on n'a pas de solution autre que de diminuer le nombre de malades. Et c'est là où la prévention intervient. Parce que le problème de la France, c'est pas qu'il n'y a pas assez de médecins, c'est qu'il y a trop de malades. Et donc, en fait, il faut sortir de cette course aux malades. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous invite à lire le discours du président de la République du 18 septembre 2018 à l'Élysée. Il y en a peut-être qui y étaient, je ne sais pas si vous y étiez, où il a dit « Cette course à l'activité est folle et de ce point de vue, notre système est absurde ». C'est ça son diagnostic. Le président de la République... Enfin, on l'a instauré, la course à l'activité dans les hôpitaux. Bien sûr, elle n'a pas toujours existé et on a poussé à faire du chiffre. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est entre nous, c'est sympathique, etc. Mais est-ce qu'il y a des médecins, des chefs de service parmi vous? Je ne sais pas. Enfin bon, médecin. Mais c'est un vrai médecin généraliste. Oui, au médecin généraliste. Mais je prends un exemple, le Beyfortus, j'en parlais tout à l'heure. Beyfortus, prévention de la bronchiolite. Les services de pédiatrie, le premier hiver du Beyfortus, sont déserts. Les services d'urgence de pédiatrie sont désertiques. Donc, la prévention, ça a une influence directe sur le système de soins. Et 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les directeurs d'hôpitaux convoquent les pédiatres en leur disant écoutez, votre activité baisse, je vais être obligé de supprimer des postes, etc. Et donc, les pédiatres, au lieu de se dire mais c'est une bénédiction pour la population, c'est super, il faut qu'on accompagne le mouvement, et les ARS, même chose. Eh bien non, ils se posent la question de comment on fait pour maintenir l'activité. Donc, leur problème, c'est comment je vais trouver des malades plutôt que se réjouir du fait que les gens soient moins malades. Donc, je cite un autre exemple. Allez-y. J'étais dans le conseil scientifique Covid avec Jean-François Delfrécy, le 16 mars. Celui-là, il va rester gravé longtemps. Et on conseille au président de la République de confiner toute la France. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité de confiner 1,5 milliard de personnes d'un seul coup. Et on voit l'influence directe du confinement sur le système de soins, puisqu'on l'a fait pour ça. Et en fait, ça marche. Donc, il y a une relation directe entre l'activité d'un système de soins
et la prévention. Et si vous voulez soulager le système de soins, il n'y a pas d'autre solution que diminuer le nombre de malades et donc développer la prévention. C'est toute la réflexion en ce moment de Cyril Isaac-Sibyl, par exemple, le député que j'accompagne dans sa mission, qui est une mission du Premier ministre sur la prévention primaire et primordiale, etc., etc. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur le sujet. Et tous les ministres, alors là pour le coup maintenant, ils parlent tous de prévention absolument tout le temps. Et je réponds à votre première question. Mais ce que ça suscite comme réflexion, on se dit, côté hôpital, côté médecin, il n'y a aucun intérêt, c'est le gagne-pain, distribuer la production de soins et un gagne-pain. Est-ce que, souvent, on parle de prévention dans un univers médical, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher les acteurs de la prévention, des forces capables de mobiliser dans la prévention ailleurs qu'en dans le champ de la santé? Parce que finalement, on se rend bien compte dans ce que vous dites qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un hôpital de faire moins, on ne peut pas demander à un médecin de faire moins quand il est effectivement avec ses revenus. Et puis, son job, c'est comme si on me disait, moi, de faire moins d'articles. Est-ce que les acteurs de la prévention ne sont pas ailleurs? Est-ce que vous ne devriez pas, là, vous, être ailleurs qu'avec nous? On est ravis que vous soyez avec nous, hein, c'est un fait. Mais est-ce que finalement... Ça, je ne suis pas sûr, mais on verra. non. Est-ce que finalement, ce n'est pas ailleurs qu'il faut aller chercher cette mobilisation, la chercher auprès de la population finalement, on vient parler de prévention avec des acteurs de santé. Est-ce que c'est pertinent? Je vous disais, moi, ce qui m'intéresse depuis maintenant 25 ans, c'est la santé de la population. C'est le seul truc qui m'intéresse. La santé des malades m'intéresse, mais enfin bon, voilà, les médecins font leur boulot, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, les Français sont très contents de leur système de santé. Je pense que vous savez tous qu'on est sorti des rankings internationaux. Hein. La France est maintenant au-delà de la 20e place en termes de système de soins. Hein. Pas un système... Voilà, alors qu'on a été premier. Hein. On se vantait d'avoir... Maintenant, on est au 22e au dernier ranking de 2025. Enfin, celui qui est sorti en 2026. Donc voilà, on est sorti du jeu. Et moi, je fais toutes les années des cours à Shanghai. Là, j'y vais dans quelques jours. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un système de soins du futur, il faut aller à Shanghai parce que c'est là-bas que ça se passe. Et là, vous verrez ce que ça veut dire que de la robotique, etc., etc. Ce qui nous attend, hein, d'une certaine façon, inévitable. Mais ne le prenez pas mal, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Parce que, en fait, pour maintenir le boulot et l'activité, il faut que les gens continuent à être malades. Enfin, c'est épouvantable. C'était de la provocation, mais c'est cynique, vous l'avez bien compris. Je vous réponds de la même façon. Bien sûr, c'est pour animer le débat. Mais en fait, vous avez parfaitement raison, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, avec Cyril Isaac-Sibyl, donc le député, on a fait, 150 auditions, et on s'aperçoit en France qu'on a organisé une prévention qui ne marche pas. En fait. On fait semblant de faire de la prévention. Parce qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais personne n'a intérêt à ce que ça marche. Notre système n'a absolument pas intérêt à ce qu'il y ait moins de malades. Vous l'avez rappelé. Il y a les assurances et les mutuelles qui peuvent trouver un intérêt, et peut-être le public, une forme d'acculturation, de comprendre quels sont les enjeux. Non. Mais vous pourrez intervenir dans la salle. Et d'ailleurs, je demande si on peut aussi... il y aura des micros qu'on pourra faire passer. Hein, donc... Bien sûr, mais le problème, c'est qu'en France, on n'a aucune culture de la santé. Alors, c'est très compliqué, parce qu'en France, on a une culture de la santé qui égale soin. Et d'ailleurs, on vous dit, le problème de l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins, si voir un médecin permettait d'être en bonne santé, ça se saurait. D'accord ? On va faire plaisir. Ça se saurait. Or, il n'y a aucune corrélation, par exemple, vous le savez, dans les systèmes, entre le nombre de médecins et l'espérance de vie d'une population. Aucun. Il n'y a pas de corrélation entre les deux? Non. Le nombre de médecins n'est pas un indicateur de... Non, un médecin, il produit des soins, il ne s'assure pas que la population soit en bonne santé. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Alors, on remonte un peu,
et on regarde de quoi est faite la santé d'une population. Et quels sont ce qu'on appelle les déterminants de la santé d'une population. Eh bien, un système de soins dans un pays contribue pour moins de 20% de la santé d'une population. Les 80% de la santé d'une population sont en dehors du système de soins. Et je vous invite à lire, là aussi, enfin à regarder la vidéo de quelqu'un qui s'appelle Donald Beverick. Donald Beverick, c'est un médecin qui a été patron de Medicaid et Medicare. Donc, comme pas rien, aux États-Unis, Medicaid et Medicare, hein, c'est un tissu. Et il commence son discours à l'ouverture de la société savante, je ne sais plus laquelle, et il dit, si vous voulez augmenter la santé d'une population, arrêtez de construire des hôpitaux, ça ne sert absolument à rien, construisez des écoles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le déterminant, on le sait maintenant, le déterminant de la santé d'une population, c'est ce qu'on appelle le niveau de littératie en santé, c'est-à-dire le niveau de culture en santé. Et ça s'acquiert dans les premières années, en classe primaire. Et nous, les études qu'on a faites ont montré qu'à 12-15 ans, en fait, vous arrivez à prédire l'espérance de vie de quelqu'un avec très peu de chances de vous tromper. Parce que la plupart des comportements sont installés et vont être très peu modifiables, en fait. Et on voit bien que si vous occupez en termes de santé de la population, en vous disant « mon souci, c'est que tout le monde aille bien », eh bien, en fait, il faut intervenir sur l'éducation. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Michael Marmot, qui est le président de la commission des déterminants à l'OMS, qui a écrit un bouquin en 2000 qui s'appelle « Closing the Gap », et il expliquait qu'en fait, je vous laisse la parole, je vois que vous voulez réagir, mais il explique deux choses. Il explique, un, il faut jouer sur les niveaux d'éducation, et deux, il faut réduire les inégalités. Parce que, là encore, en France, personne ne le dit, parce qu'on a le meilleur système de santé du monde. Mais vous savez qu'on est le système le plus inégalitaire d'Europe. Il y a 13 ans d'espérance de vie de différence entre le vingtile de revenus inférieurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'INSEE, c'est public. Vingtile, c'est les 5% qui gagnent le moins, et le vingtile supérieur, c'est-à-dire les 5% qui gagnent le plus. Nous tous. Voilà. Donc, alors on peut se dire, c'est pas grave, c'est les autres qui ont 13% de moins que nous. Si vous occupez de la santé d'une population, c'est quand même difficilement supportable. C'est 10 ans pour les femmes, hein, à peine moins pour les femmes. Alors après, on se dit, bon, c'est pas grave. On rentre, et vous savez que selon votre niveau de revenu, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir un diabète, par exemple, que si vous gagnez les 5% le moins. Alors vous dites, bon, c'est le diabète, mais c'est la même chose pour les AVC. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les cancers. C'est pour ça que... Hein ? Poumon. C'est vrai, bien sûr, pour le cancer du poumon, c'est vrai pour le cancer du côlon, c'est pas vrai pour le cancer du sein, mais ça serait un peu long de rentrer dans le détail. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ces inégalités qui irriguent en fait notre système viennent de quelque chose qu'on connaît maintenant, qui est notre politique égalitaire. En France, on propose à tout le monde la même chose. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Saint-Mathieu, c'est-à-dire quand vous proposez à tout le monde quelque chose, c'est toujours ceux qui en ont le moins besoin qui s'en emparent en premier. Et on voit en ce moment les CSP++, s'emparer de la prévention à travers des boîtes privées qui leur vendent des check-up à 3 000 €, des programmes de coaching à je ne sais pas combien, des montres Apple Watch qui est connectées sur le ceci, cela. Et on voit que cette différence qu'on a eue dans l'apparition des maladies est en train de se produire dans la prévention. Et ça inquiète beaucoup un certain nombre de gens en se disant, si on laisse faire le marché, qu'est-ce qu'on va produire ? On est en train de reproduire ce qu'on a produit dans les soins, c'est-à-dire cette inégalité structurelle dans notre pays. Oui, c'est vrai. On a vu d'ailleurs les effets sur la cigarette, le tabac, etc. ont profité au CSP+, et comme les autres, hein, les campagnes de vaccination et autres. Alors moi, je vais faire une remarque un petit peu qui me vient à l'esprit pendant que je vous écoutais. Je me disais, est-ce que finalement les problèmes d'accès aux soins aujourd'hui n'auront pas des effets positifs ?
parce que finalement, si les soins, on a compris, hein, Laurent, si le soin n'est plus là, et c'est vrai qu'on peut avoir de la famille aux États-Unis où c'est très difficile d'accéder, où ça coûte très cher, on déploie davantage des actions de prévention parce que justement l'accès aux soins est compliqué. Et on peut l'expérimenter, c'est-à-dire effectivement, ça coûte, c'est plus difficile, donc il va falloir que je gère mieux, ou j'agisse davantage. Et finalement, c'est une action qui vient du terrain, presque en réaction. Ou alors, mais ça c'est peut-être plus inquiétant, mais vous le savez, aujourd'hui les robinets ont été ouverts, et ça c'est de la formation, et dans 10 ans, on risque de se retrouver comme dans les années 80, avec un surnombre de médecins qui vont devoir gagner leur vie et plonger dans cette productivité pour aller récupérer du patient. Ça, c'est ce qui s'annonce pour dans 10 ans. Donc, est-ce que c'est pas, on n'a pas une fenêtre là précise pour faire entendre le discours très important que vous portez, c'est-à-dire vous voyez ce que je veux dire, hein, puisqu'on est obligé de tenir compte de ça, puisqu'on a dit on ne produit pas assez de soins, il y a trop de gens malades, donc on a ouvert les robinets là, ils arrivent massivement. On forme des infirmiers en pratique avancée, voilà, on est en train de produire énormément de professionnels, et donc il va falloir qu'ils gagnent leur vie. Est-ce que vous nous alertez sur quelque chose et on fonce dedans si rien n'est fait dans un délai très court? Oui, je suis très pragmatique, hein, mais vous avez raison, parce qu'on est en train de former des chômeurs pour deux raisons. Et des smicards. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'aura pas de quoi payer ces gens-là. Regardez, c'est du niveau primaire, c'est du niveau CM2. C'est-à-dire quand vous regardez les dépenses et le financement possible de ces dépenses, vous voyez bien l'impasse dans laquelle on est. Donc en fait, il n'y a pas d'issue à ce système. Donc on forme, actuellement on est en train de former des smicards, hein, les doyens de médecine. Enfin, on a fait 2 colloques avec la conférence des doyens. Tout le monde est très inquiet, d'autant que une partie du travail de certaines professions médicales va être fortement percutée par l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc actuellement, en termes de diagnostic, les IA font mieux que les médecins dans beaucoup de domaines, hein. C'est-à-dire quand vous faites IA seul contre médecin, l'IA est mieux. Mais quand vous faites IA plus médecin, c'est moins bien que médecin tout seul. C'est-à-dire que vous ramenez du bruit quand vous rajoutez un médecin à l'IA. Donc, c'est très... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas très bon, quoi. Et est-ce que vous pensez, que les médecins, les soignants de demain pourraient devenir, eux, des acteurs de la prévention? C'est-à-dire changer... Vous le disiez tout à l'heure, début de la médecine, dans les années 70, on soignait de l'aigu, et puis on a soigné du chronique. Est-ce que demain, tous ces professionnels, d'après vous, devraient finalement devenir se former ou trouver une nouvelle voie dans la prévention? Est-ce que vous, le cancérologue, vous étiez spécialisé dans je faisais beaucoup le cancer du sein, mais tout type de cancer. Est-ce que vous seriez demain un acteur, vous recevriez des patients en consultation pour de la prévention? Est-ce que ça vous semble concevable? Est-ce que c'est à vous de jouer ce rôle ou vous êtes là pour éveiller simplement les consciences? Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que dans tous les CLCC, les centres de lutte contre le cancer, en fait, il y avait des consultations de prévention. Et donc, moi, j'ai fait des consultations de prévention. Alors, qui on voyait dans ces... Des bien portants, vous voyez? Bien sûr, on voyait... Jamais des bien portants, ça n'existe pas. Je ne vais pas dire le mot parce qu'on est enregistré, mais tous les médecins savent comment on appelle ces gens qui sont très anxieux de leur pathologie, de leur santé, etc. Donc, on voyait essentiellement des gens des hypochondriaques. Voilà, qu'on appelle un peu différemment, mais... Nosophobes. Et les personnes qui ont des pathologies, bien évidemment qu'elles ne viennent pas dans des consultations de prévention. Bien évidemment qu'elles ne viennent pas. Et donc, en fait, quand vous réfléchissez à ce qu'il faut faire, et on le sait à peu près, globalement, comment on peut agir sur la santé d'une population.
il faut modifier, premièrement, les environnements. Le levier de modification des environnements est bien plus puissant que le levier individuel. Par exemple, personne ne pense que les obèses mangent parce qu'ils ont faim. Enfin, je veux dire, voilà. Ils mangent parce qu'il y a un conditionnement sociétal à manger ceci et cela. Et c'est pour ça qu'il y a des grandes différences, par exemple, entre ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les communautés, et que l'alimentation de communautés en périphérie des grandes villes n'est pas tout à fait la même qu'au centre de Paris, par exemple. Et d'ailleurs, quand vous faites, je ne sais pas si vous connaissez cette carte de la mortalité le long de la ligne B du RER qu'on a faite avec Emmanuel Vigneron, qui est un géographe de la santé, quand vous partez de Seine-Saint-Denis pour aller vers Versailles, là, sur la ligne B, vous passez par Port-Royal, la pression de mortalité instantanée est pratiquement 2 fois moins importante qu'en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'à chaque instant, les gens ont 2 fois moins de chances de décéder que quelques... Et moi, le conseil que je donne à mes étudiants, et je leur paye le ticket de métro, c'est prenez la ligne B du début jusqu'à la fin pour vous faire une idée de ce que c'est que la santé d'une population. Et là, vous avez une idée de ce que ça veut dire. Donc, première chose, il faut modifier les environnements. L'environnement, c'est quoi? C'est l'endroit où l'on apprend, c'est l'école, le collège, l'université, ça c'est primordial. C'est l'endroit où l'on travaille. Et en France, vous savez que la médecine du travail est ce qu'elle est. J'espère qu'il n'y a pas de médecin du travail. Voilà. Non, ils sont interdits. Ils sont interdits, bon. Non, mais bon, voilà, la médecine du travail fait ce qu'elle peut, mais elle s'occupe surtout des accidents du travail. C'est le gros de son... Il y a l'endroit où l'on vit, et les collectivités territoriales ont tous les leviers dans les mains. Elles ont quoi? Elles ont le logement, elles ont les espaces verts, elles ont les transports, elles ont la culture. Et donc, en fait, elles ont les principaux leviers de la santé entre les mains. Et c'est pour ça qu'actuellement, on parle beaucoup de réintroduire les collectivités. Et puis, il y a l'endroit où l'on est pris en charge, c'est-à-dire l'hôpital, les EHPAD, etc. Alors, pour répondre à votre question, si on pense on s'est d'abord occupé des environnements qu'il faut changer et faire ce qu'on appelle des environnements favorables à la santé, qui existent. Vous allez en Norvège, vous allez en Suède, vous allez au Danemark, vous allez même le Canada, qui est en train qui a un plan santé absolument énorme et un plan de prévention. Même chose en Australie. Vous voyez qu'ils sont en train de constituer des environnements favorables à la santé. C'est-à-dire, on ne vous incite pas à manger ce qu'il ne faut pas manger, on ne vous incite pas en permanence à boire de l'alcool, on vous incite, on fait même le contraire, quoi. Voilà. Or, en France, vous savez que la santé perd tous ses arbitrages. On perd Nutri-Score. Voilà, alors, c'est quand même extraordinaire. Dans un pays, vous allez rembourser les médicaments contre l'obésité et ne pas rendre obligatoire le Nutri-Score. Et vous vous dites, aberrant, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Enfin, vous dites, c'est incroyable. La solution, elle viendra de la population, en fait. Il faut qu'on arrive à faire diffuser ça dans la population parce que c'est elle qui arrivera à changer les choses et les politiques changeront quand ils sentiront que la population est prête à changer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller jusqu'à des mesures coercitives? C'est-à-dire, on voit des pays beaucoup plus durs avec les comportements à risque. Je ne sais pas, je vais des choses un petit peu terribles, mais en Angleterre, je crois qu'on ne fait pas de greffe de foie à un patient alcoolique ou ancien alcoolique. Donc on arrive à des situations effectivement où presque il y a une forme de morale, enfin d'amoralité. Est-ce que pour vous, pour sortir du discours et arriver à des actions plus concrètes, on peut, je ne sais pas, rendre la pratique sportive obligatoire, je ne sais pas, j'essaye d'imaginer ce que l'on pourrait éventuellement mettre en place pour que ça arrête de devenir ce mot un peu fourre-tout qui signifie plus grand-chose, tellement il est galvaudé. Je veux dire, quand on a la prévention, longtemps en France, ça a été 5 fruits et légumes par jour. Ça a fait mourir de rire tout le monde. Bouger, manger bien, enfin voilà, c'était
c'en était ridicule, et puis disséminé partout, sans cibler, ni rien. Est-ce qu'on ne doit pas passer une étape? Enfin, le problème, c'est que ça n'a pas fait mourir de rire, ça fait mourir. Ça a fait mourir tout court de manger des fruits et légumes? Non. Non, vous m'avez fait peur, parce que moi pas, j'ai obéi, moi. De continuer à manger. Voilà, Ouais, je veux dire, on estime à peu près à 30 000 décès par an, ce qui est lié directement à l'alimentation. Donc ça ne fait pas mourir de rire, ça fait mourir tout court. Et effectivement, on fait une prévention qui ne marche pas, parce que manger, bouger, on sait que ça n'a aucun effet, parce que les gens se disent, bon, écoutez, je vais d'abord manger, puis je bougerai après. Donc effectivement, quand il s'agit de bouger, en général, ils ne bougent plus beaucoup. Donc ça, ok. Ce que, imaginons hein, une épidémie contagieuse, et il faut prendre des décisions. Et imaginez quelqu'un qui prenne la décision d'enfermer toute une population et de l'empêcher de sortir. Vous pensez que c'est possible? Absolument pas. Et pourtant, c'est ce qui voilà. s'est passé. Et donc, vous avez la réponse à ma question. Le problème de la santé publique, c'est que vous êtes toujours obligé de prendre des mesures collectives qui vont à l'encontre des libertés individuelles. Oui, et c'est toute la difficulté. Oui. Quand vous avez interdit de fumer dans les lieux publics, vous interdisez aux gens de fumer dans les lieux publics. Quand vous interdisez aux gens de boire de l'alcool avant de prendre le volant, vous interdisez aux gens de boire de l'alcool. Malgré les, je ne sais pas si vous vous souvenez, les restaurateurs qui manifestaient en disant « mais c'est scandaleux, les gens n'ont plus le droit de boire ». Bah oui, mais enfin pourquoi? Pour éviter des morts. Et d'ailleurs, en santé publique, on cite toujours l'exemple de la sécurité routière comme le meilleur exemple de santé publique qui existe, parce qu'on a fait à peu près tout ce qu'on savait qu'il fallait faire, à la fois le port de la ceinture de sécurité, empêcher l'alcool, le contrôle technique, et donc on a tout ce panel. Donc quand on veut faire une prévention qui marche, qui permet de passer de 25 000 décès par an par accident de la route à moins de 3 000, actuellement, 2 500 l'année dernière, et ben en fait, on sait faire quelque chose. Mais c'est forcément au détriment des libertés individuelles, inévitablement. Et on doit continuer de le faire De toute façon, on n'a pas le choix, parce que de toute façon, on n'a plus de quoi payer les prises en charge. Donc il faut bien que collectivement, si on veut maintenir notre système, qui est un système solidaire, qui est très particulier, le système français d'assurance est un système très particulier. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un système qui est solidaire, où on a socialisé le risque au maximum par rapport à d'autres pays. Donc c'est un système qui repose, vous le savez, sur ce qu'on appelle la socialisation du risque et la solidarité. Si on veut maintenir ce système, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer le nombre de malades et donc développer massivement la prévention, et ça passera forcément par la restriction des libertés individuelles, c'est inévitable. Alors, une dernière question, et après on va passer un petit peu le micro à la salle quand même. Est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment sérieusement de la prévention? Est-ce qu'on se base suffisamment sur des études scientifiques? Si moi demain, je dis au public qui est là, si vous avez un IMC supérieur à 25, vous avez 2 fois plus de risque de faire un cancer du sein ou du côlon, il l'entend. Si vous dites à un enfant, je ne sais pas, si tu regardes plus de 5 heures par jour ton téléphone, tu triples tes chances de développer une psychose, il l'entend. Est-ce que vous ne devez pas aller plus loin dans le discours autour de la prévention et finalement être plus brutal? Est-ce que utiliser se baser aussi peut-être sur le même mode de communication que ce qui est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que, allez, appelez un chat, vous prenez des risques, vous allez vieillir, vous allez avoir, voilà, vous augmentez de façon, même sur Alzheimer, on connaît très bien les troubles neurodégénératifs, on a beaucoup d'études sur la prévention. Alors, moi, qui ai fait de la recherche dans un passé lointain maintenant, il n'y avait pas de financement pour la recherche sur la prévention. C'était impossible de trouver des financements sur la recherche sur la prévention. Donc ça, est-ce que ce n'est pas des leviers extrêmement intéressants sur lesquels appuyer? Vous avez raison, le problème c'est qu'on sait ce que ça donne. On sait ce que ça donne. Par exemple, je vous donne un exemple. Ce qui arrive sur la santé mentale des jeunes, on savait
qui allait se produire. On l'a Et dit. d'ailleurs, on sait où ça se produit, parce que le confinement en Seine-Saint-Denis, c'était pas la même chose que le confinement à Port-Royal. C'était pas tout à fait pareil, voire même des Parisiens qui sont partis s'installer en Bretagne, qui ont passé 2 mois merveilleux dans le jardin, les enfants couraient, etc. Bon, eux, ils gardent du confinement. Très beau souvenir. L'impact sur la santé mentale est assez faible pour ces populations-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les conséquences d'un certain nombre de décisions, on les connaît, on peut les prévenir. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique, comme vous le dites. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a, on le sait dans ces politiques publiques, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la population si on veut qu'elle adhère. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quelque chose qui joue sur la responsabilité individuelle, c'est ça ce que vous proposez, voire même ce qu'ont fait les Australiens. Les Australiens, ils ont inventé un truc qui s'appelle « no jab, no tax ». Pas d'injection, pas d'allocation familiale. Hein. No jab, C'est no fou. tax. Ouais. Jab, c'est l'injection. On sait ce que ça donne. C'est-à-dire, vous allez pénaliser qui? Les plus défavorisés. Tout le temps. C'est eux qui vont être défavorisés. Parce qu'eux, ils n'ont pas les clés. Vous leur donnez pas, vous ne les outillez pas en même temps pour assurer leur responsabilisation. Et donc, ce problème, enfin, cette démarche d'autonomisation, en fait, là encore, on la connaît, il y a des étapes à respecter, ça se fait difficilement, ça se fait sur plusieurs années, probablement 10-15 ans, et c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, c'est de la politique, de la vraie politique, ça ne s'invente pas, et voilà, il faut respecter ça. Et on est vraiment en santé publique, et on est plusieurs à être extrêmement attentifs à ces histoires de responsabiliser ceux qui ne font pas ceci, ceux qui ne font pas cela. Moi, tous les gens qui gagnent plus de temps, qu'on les responsabilise, ça me va très bien. Alors ça, il n'y a pas de souci. Et même qu'on les taxe en plus, ça me va très bien. En revanche, non, ce n'est pas raisonnable pour des gens qui n'ont pas le niveau de littératie qui leur permet de comprendre ce qui se passe, qui ne connaissent pas leur santé et pour lesquels la santé n'est pas leur souci. Oui, c'est ça. Parce que quand vous ne savez pas si vous allez manger le lendemain, leur dire un truc à 15 ou 20 ans, ce n'est pas raisonnable. Et donc, il faut sortir de ce mythe de la responsabilisation individuelle, parce que, en fait, si les gens mangent de telle et telle façon, si les gens sont sédentaires ou pas, ce n'est pas de leur faute. De même que les gens qui fument, ils ne fument pas parce qu'ils ont décidé de fumer. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tout le monde le sait bien. Ils fument parce qu'en fait, ils sont dans un environnement qui les incite à fumer. Ils mangent de telle façon parce qu'ils sont dans un environnement. Donc si vous ne modifiez pas les environnements, eh bien, en fait, vous allez pénaliser les gens. Voire même si vous mettez des taxes comportementales, et que vous alimentez, par exemple, je ne sais pas, les hôpitaux avec les taxes comportementales, vous voyez bien que vous n'avez aucun intérêt à ce que ça marche. Parce que sinon, le budget va diminuer. Donc, tout ça est des mécaniques. Ce sont des mécaniques sociétales qu'on connaît, hein, qui ont été étudiées, très complexes. Je pense qu'il faut en rester au grand principe de la prévention, qui est qu'il faut qu'en France, on développe la culture de la santé et qu'on s'éloigne un peu de penser que la médecine soigne. Non, je plaisante. Parce que l'autre jour, j'avais une conférence à Frères sur Esculap terrassant Thanatos, est-ce la fin d'un mythe? Eh bien oui, penser que la médecine va résoudre, même avec l'IA, va supprimer toutes les maladies. On continuera de mourir, hein, il paraît. Et voilà, il faut considérer que c'est normal de mourir. Alors, des questions, oui, on va un peu échanger avec vous, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Virginie, Léa, merci. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, parce qu'on prend en même temps des photos. Est-ce que vous pouvez vous lever, on me dit derrière. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter et parler bien proche du micro? Bonsoir, merci pour cette conférence. Anaïs Galigani. Donc, je suis une abonnée, passionnée par les sujets de la santé. Donc, dans cette culture de l'ignorance, poussée par les lobbies,
agroalimentaire, chimie, avec des traités bilatéraux qui peuvent mettre les pays dans les tribunaux privés, donc les ISDS, et leur demander des milliards si une mesure politique est prise qui va à l'encontre de leur business. Par exemple, pour les 30 prochaines années, je sais que c'était le cas pour le traité de la Charte de l'énergie qui a été créé en 92, donc j'imagine qu'il y a des traités similaires pour la santé qui freineraient donc ces mesures publiques. Oui, vous avez raison, c'est une très bonne question, bien évidemment, parce que dans ces déterminants dont on a parlé un peu vite, hein, mais il y a vraiment beaucoup de littérature sur les déterminants. Vous savez que les Anglais ont beaucoup travaillé dessus, les Canadiens, etc. En France, ce n'est pas notre culture, donc on est assez faible. Elles sont apparues dans le paysage, ce qu'on appelle maintenant les déterminants commerciaux de la santé. Et on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on mesure le poids de ces déterminants, en fait, qui jouent un rôle absolument majeur dans nos comportements, ces déterminants commerciaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La santé est la résultante de toutes les politiques. C'est ce qu'on appelle Health in All Policies. Et ça, c'est un principe d'action de base. Donc, il faut que la santé devienne le critère de jugement de toutes les politiques. Ce qui veut dire que les arbitrages ne se font plus de façon sectorielle pour défendre l'agriculture. Si vous voulez, on voit bien que notre modèle agricole, il arrive au bout, lui aussi, d'un cycle. Je n'ai pas parlé d'agriculture volontairement, qui est le 5e grand mouvement productiviste qui existait dans notre pays, parce qu'il est un peu particulier et assez éloigné de la médecine. Et donc, on voit bien que la santé, eh bien, c'est la variable d'ajustement d'une politique agricole. La santé, c'est une variable d'ajustement de la politique du logement. Hein. La loi Jeanbrun passe à l'Assemblée ces jours-ci. La santé était la variable d'ajustement de toute la politique de l'industrie lourde, où globalement, on préférait produire plutôt que s'occuper de la santé. Donc il faut réintroduire en intersectoriel, c'est-à-dire nous on dit en interministériel. On a essayé à une période, hein, mais ça n'a pas fonctionné très longtemps. Oui. Et donc, en tous les cas, il faut que les politiques se rendent compte que la santé et avoir une population en bonne santé, en fait, est majeur pour un pays. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, au moment de la crise Covid, on s'est aperçu de quoi ? On s'est aperçu que la population était en mauvaise santé. Et qu'il y avait un tel nombre de maladies chroniques que notre population était très fragile. Et d'ailleurs, il y a eu 120 000 décès, comme vous le savez, pratiquement tous porteurs de maladies chroniques. Très peu dans votre catégorie très d'âge. Localisé aussi en France. Hein. Oui, mais aux endroits où sont les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, elles sont où ? Essentiellement dans les quartiers et les zones défavorisées. Hein. C'est toujours la même histoire, quel que soit le sens. Donc il faut qu'on réintroduise la santé comme une variable de décision et qu'on oblige à faire ce qu'on appelle des évaluations d'impact sur la santé. Et je pense que ça va passer un jour ou l'autre, parce que les politiques commencent à prendre conscience de ça, qu'une politique agricole doit évaluer ses impacts sur la santé, une politique immobilière doit évaluer ses impacts sur la santé. Et à ce moment-là, pour répondre à votre question, ça obligera à dénoncer un certain nombre d'accords qu'on connaît très bien, contre lesquels on s'est battu à l'époque, mais on a perdu parce que la santé actuellement perd tous ses arbitrages en interministériel face aux démarches sectorielles. Merci. D'autres questions ? Allez-y. Je n'ai pas. Oui, Gérard. Ah oui, Julien Hautmann. Désolé, vous levez, c'est juste pour la caméra et qu'on puisse. Bonjour, Gérard Vandenbulk, ancien directeur général de la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes, et j'ai eu le plaisir évidemment de travailler avec Franck Chauvin. Je reviens sur les décisions politiques. Et je me souviens d'une conférence organisée par Nice Matin, à Nice, avec Frédéric Vidal, c'est ça, qui était Frédéric ministre. Vidal, voilà. Et qui était l'éducation nationale, de la recherche. De la recherche. Et on lui avait posé une question. Mais comment se fait-il que telle chose ne se mette pas en place en matière de santé, etc., etc. Et elle nous avait sorti une phrase qui m'est bien restée dans la tête. Elle a dit, c'est parce que vous n'avez pas la même notion de temps qu'un homme politique. Un homme politique, s'il veut mettre quelque chose en place, il faut que ça soit avant la fin de son mandat. Donc si vous avez
des opérations à faire sur 5-6 ans, c'est faisable. Si c'est sur 10, 15 ou 20 ans, c'est plus faisable. Alors, est-ce faisable? Parce que ce gros remaniement, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en quelques années. Est-ce que le milieu de la santé, des gens comme toi, sont capables de dire aux hommes politiques, ben, prenez en charge, même si ça dépasse vos mandats? Oui, c'est ça. Les Voilà. bénéfices de la prévention, vous ne les obtiendrez pas. On ne les obtiendra pas comme ça, et il faudra du temps. Au temps politique. Et c'est le temps politique. La prévention est compatible avec le temps politique. Tous les pays, par exemple, sont passés sur des stratégies sur 10 ans. Et François Braun a accepté que la stratégie nationale de santé soit établie sur 10 ans. Le seul problème, c'est qu'on ne l'a jamais sorti de la stratégie nationale de santé. C'est-à-dire, on avait quelque chose sur 10 ans et ce n'est pas sorti. Alors, je vais donner un autre exemple sur les soins palliatifs. J'ai fait le rapport pour Agnès Firmin-Lebaudot sur l'organisation des soins palliatifs à l'occasion de la loi là, qui termine d'être votée au Parlement et qui a donné la stratégie décennale de soins palliatifs. Et là, le gouvernement a été complètement capable de se projeter sur 10 ans et à budgéter sur 10 ans. On voit bien que la loi de programmation militaire, par exemple, c'est quelque chose qui se fait sur 20 ans, 30 ans. Donc, quand les politiques auront compris les enjeux, et ils sont en train de les comprendre, moi je trouve que le changement est phénoménal. Enfin, c'est extrêmement important. Alors, c'est encore un peu, voilà, c'est de temps en temps un peu aléatoire, mais je pense qu'ils ont compris les enjeux, parce qu'ils vont être redevables de ne pas avoir pris les décisions. Parce que Jean-François Delfrécy dit toujours, je dis, c'est des décisions qu'on a prises dans les années 70. Et Jean-François me reprend toujours en disant, le président du CCNE, et il me dit toujours, non, on n'a pas pris les décisions. Mais en politique, ne pas prendre une décision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est prendre une décision. Et ne pas vouloir voir ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'issue au système actuel, et qu'il est urgent d'enclencher vraiment ce que tout le monde appelle le virage préventif. On en est conscient, mais la question d'urgence n'est pas encore, on ne prend pas encore totalement partagée, on va dire comme ça gentiment. Oui, Julien Hautemann. Bonsoir à tous, Julien Hautemann. Alors, je représente ce soir l'Inter-CPTS du Var. J'ai eu comme professeur monsieur François Bourdillon, que vous devez connaître, qui est en train de se battre un petit peu pour sauvegarder Santé publique France, en tout cas son indépendance, et qui s'est battu aussi pour le Nutri-Score. Et on voit, vous disiez que vous avez confiance aux politiques, mais là on voit qu'effectivement c'est peut-être une confiance modérée qu'il faut avoir. Et donc ma question est la suivante, vous n'avez pas l'impression, en dehors de à qui profite le crime, je pense que c'était votre question sur les lobbies, aussi un intérêt pour l'État, en tout cas l'appareil administratif, de vouloir se créer avec la santé une espèce de pouvoir régalien où là pour le coup il faudrait mieux soigner les gens plutôt que de leur éviter d'être malade. C'est-à-dire que quand je suis un citoyen, si je suis malade et que l'État me prend en charge ma santé et me soigne, je suis en tant qu'État avec un pouvoir plus important que si jamais je donne de la prévention à l'école, si j'oblige la vaccination du HPV, si j'oblige tout un tas de vaccinations dont on voit qu'aujourd'hui elles ont un effet particulièrement salvateur dans les pays que vous citiez tout à l'heure, et pour lesquels nous, en tout cas professionnels de santé, on se bat pour essayer de faire de la vaccination dans les collèges, avec en tout cas des effets tous les ans un peu moins bons, y compris d'ailleurs pour Octobre Rose, on en parlait au CODES 83, en tout cas à l'hôpital Clémenceau encore il y a quelques jours, tous les ans les chiffres sont de moins en moins bons. Donc une bonne prévention, c'est une prévention qui est prise en charge par l'État, et on a l'impression que de temps en temps, le système de soins prévaut sur le système de santé parce que l'organisation de l'État y trouve un intérêt. Merci pour cette... c'est presque oui, plus si vous voulez, je crois que on partage le diagnostic, mais on en a tous été complices. Enfin, je veux dire, moi, pour les connaître maintenant pas mal, parce que je les fréquente, je ne pense pas qu'on puisse accuser les politiques. Parce qu'un politique, globalement, il a un mandat d'une société qui lui donne un mandat pour faire ceci ou cela. Et quand les gens réclament de pouvoir voir un médecin dans un village de 500 habitants, eh ben, globalement, il fait ce qu'il faut. Et si personne n'explique que ce n'est pas possible, qu'on ne reviendra pas au système de l'avant-guerre, où il y avait un médecin dans chaque village, que ça, de toute façon, on ne le revivra jamais, eh bien, en fait, on n'y arrivera pas. Donc,
je pense que c'est à tort partagé et en fait, il faut que tous on contribue à l'évolution de notre système et notamment les professionnels du soin. Alors, je n'ai pas répondu à une question, je réponds très simplement. Les professionnels du soin et notamment les soins de première ligne, je ne parle pas des autres parce que les hôpitaux, etc., c'est des soins de recours, etc. Mais les soins de première ligne, on sait qu'ils ont un rôle majeur dans le développement de la prévention. Dans tous les pays du monde qui sont en train de faire ce shift absolument... Il y a des pays, il faut voir ce que ça veut dire. Hein. C'est violent, bien plus qu'en France, évidemment. Donc, ils sont en train de faire ce shift. Les soins de première ligne sont au cœur de toutes les réflexions. Parce que vous, dans les CPTS, dans les MSP, etc., vous avez un rôle de contact direct avec la population qui est un rôle. Et c'est pour ça que va se mettre en France probablement, on verra à quelle vitesse, un programme qui vient du programme anglais qui s'appelle le MEC, le Make Every Contact Count. Faire en sorte que chaque contact avec un professionnel de soins ou de santé, mais infirmière, kiné, soit l'occasion de repérer des facteurs de risque, des fragilités, de les prendre en charge si on a le temps, en thérapie brève, ou sinon de les adresser. Et ça, les Anglais ont montré que ça marchait très bien. Simplement, il faut embarquer tout un système, et je vous invite à lire le rapport de l'IGAS d'Anne-Carole Bensado sur le sujet. On va vous passer la parole, mais je voulais juste, moi, voir un petit peu... Est-ce que vous pensez quand même, parce que beaucoup de praticiens que je connais ici, qui sont très méritants, ou médecins, ou kinés, ont envie de faire du bon boulot. Je veux dire, ils ont envie de faire du bon boulot et dans ce que vous dites, moi je me dis, ils ont envie de produire du bon soin au bon patient et qui en a besoin. Mais s'il produit du bon soin au bon patient qui en a besoin, je pense qu'il réduit de 50% sa patientèle puisque là, beaucoup vient sans une demande légitime. Est-ce que augmenter, excusez-moi, puisqu'on peut parler aussi argent, est-ce que payer mieux les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, pour les pousser à faire davantage de pertinence et je dirais de basculer les autres patients, ceux qui viennent, peut-être qui vont bien, mais chez lesquels vers d'autres professionnels, n'est-ce pas une solution? Est-ce que ça passe pas aussi par une revalorisation de la médecine, du médecin? Et si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on entende peut-être aussi les professionnels de terrain. J'aimerais avoir votre avis et aussi l'avis de professionnels de santé de terrain sur cette question. Laurence Pallier peut-être ou Julien, si ça vous ennuie pas qu'on les entende. Bon, Laurence Pallier, donc je suis un petit peu atypique, on va dire quand même, parce que je suis médecin généraliste en ville, dans un quartier politique de la ville de Toulon depuis 27 ans, hein, je veux dire 2 jours par semaine, parce que je suis dans un cabinet où il y a un autre médecin aussi. Et autrement, je dirige le comité départemental d'éducation pour la santé du Var. J'ai ce grand bonheur, avec une belle équipe, on va dire, parce que j'ai quand même 37 salariés, 35 équivalents temps plein pour une association départementale de prévention. C'est magnifique, enfin, c'est merveilleux. Nous avons plein de projets. Pour venir sur ce projet-là, enfin sur je dirais, cette réflexion, c'est vrai qu'on travaille, nous, au niveau du CODES, avec les collectivités sur des contrats locaux de santé. On a accompagné récemment le contrat local de santé de Toulon, dans lequel, pour l'accès aux soins, il y a des perspectives. Je dirais qu'il y a une volonté politique, en tout cas, de pouvoir travailler en particulier sur les quartiers politiques de la ville, qui sont actuellement, pour des raisons diverses et variées, sur Toulon, peu attractif, on va dire, parce qu'il y avait des zones franches dans d'autres villes juste à proximité ou dans le centre-ville, mais pas dans les quartiers où il y a beaucoup de précarité, on va dire. Et donc, il y a en effet un projet, enfin, on espère que ça va aboutir sur un projet de création de maisons de santé, mais avec juste à côté, à proximité totale de l'école, parce que je suis convaincue qu'en effet, enfin non, on y travaille au niveau du CODES, hein, sur l'éducation nutritionnelle, on travaille sur des projets de développement des compétences psychosociales qui ont des données probantes à l'international, hein, de Good Behavior Game, le GBG, c'est un projet qui travaille sur l'école élémentaire et avec des résultats sur des cohortes qui montrent qu'il y a, si on fait ce travail-là en école élémentaire, il y a une diminution considérable
des addictions à l'âge de l'adolescence, du nombre de suicides, du nombre d'incarcérations. Et je me dis, c'est quand même incroyable que ce genre de programme, on n'arrive pas à le développer de façon, je dirais, considérable. Parce que là, c'est vraiment des choses... déployés ailleurs. Mais il faut les déployer parce que c'est... Enfin, moi, je le vois parce que j'ai eu la chance d'avoir des patients. Qui sont les acteurs ? Ce sont des professionnels de santé, du social, alors c'est vrai que, alors on le mène. Éducateurs. C'est un projet où en effet il faut le faire avec l'éducation nationale, puisqu'il il faut déjà libérer les enseignants 2 jours en début d'année pour les former, et ensuite on vient tous les 15 jours dans l'école travailler auprès du professionnel éducatif, de l'enseignant, qui s'engage lui à mener un jeu, le jeu. Alors, ça s'appelle Good Behavior Game, le jeu du bon comportement. Je suis désolée, c'est l'Amérique du Nord, mais enfin bon, on va dire le jeu du comportement adapté. Mais en fait, l'enseignant va mener cette pratique, on va dire, au moins 3 fois dans la semaine, toutes les semaines, et il va accepter de le faire. Alors, il y a 2 fois où il l'annonce aux enfants, c'est très codifié, je vais pas le sujet n'est pas forcément, et il y a une fois où il le fait de façon anonyme, on va dire sans le dire aux enfants, et au fur et à mesure de l'année, les enfants, en fait, on fait des scores sur les enfants. En fait, on voit que leur comportement devient équivalent, que ce soit pour le bon ou le mauvais jeu. Enfin, les jeux annoncés ou pas annoncés. Et c'est assez considérable de voir ça. Enfin, moi, j'ai vu sur des enfants que je vois ensuite en consultation, où je les vois et je leur dis à la fin de l'année... je veux dire, c'est incroyable la façon dont tu t'exprimes. Ça a beaucoup changé parce que je les vois pas souvent. Les médecins généralistes, enfin moi je suis sans rendez-vous en plus, donc il faut attendre 3 heures dans la salle d'attente. Donc bon, bref, ça limite. Mais en fait, quand on en parle, et c'est eux qui nous disent non mais c'est particulier. Vous savez, docteur, il y a un truc. On a fait un tableau très bien des compétences à la maison. Je dis bon, très bien. Oui, mais c'est particulier. À l'école, ils font un truc un peu particulier. Et c'est vrai que c'est considérable. Alors, je dis c'est qu'en fait, il y a une amélioration. Et donc, en fait, alors le sujet, pour moi, c'est de faire qu'on se dise tous que on va faire du soin. Il faut quand même soigner ceux qui sont malades. Enfin voilà, j'ai quand même des patients et je crois beaucoup aux médecins, aux professionnels largement d'ailleurs avec tous les professionnels en interprofessionnalise. Enfin, je veux dire, les infirmiers, les kinés, le pharmacien. Tous les métiers de la santé. C'est vraiment un travail ensemble. Je pense que vraiment, on a à travailler ensemble, mais il faut qu'on travaille aussi, qu'on fasse des projets sur la parentalité. Enfin, il faut qu'on repère tout ça. Mais quand je dis quel intérêt pour un médecin, ou un soignant, ou un kiné, ou autre, de réduire son activité pour faire de la prévention ? Aucun. Julien, vas-y. Assez peu, mais on essaye avec quand même. Mais non, il y a des petites évolutions. Il y a des évolutions. On peut pas. Oui, je sais. Il y a eu les objectifs. Par exemple, moi, j'ai un truc que j'ai trouvé absurde. Vous avez des revenus si vous pensez à faire un fond de l'œil à un diabétique. Enfin, on arrive à des situations incongrues quand même. Alors moi, je dirais pas si on pense. Est-ce que c'est moi. Je pense que ça n'est pas si on pense à le faire. Je pense que si on amène à le faire. Parce que je travaille comme depuis 27 ans avec de la population précaire. C'est pas le fait de penser à le prescrire. C'est le fait d'organiser le fait que ça va être fait. Et qu'éventuellement, en effet, il faut qu'on travaille avec d'autres professionnels pour que le parcours il soit fait. Oui, d'accord. Pour le faciliter. C'est pas seulement y penser, je pense. Non, mais pas y penser. Accompagner pour un acte de prévention majeur, quand même. Julien Hautman. Alors moi, là, je vais prendre la casquette de kinésithérapeute, parce que je représente depuis 10 ans les libéraux. Debout, je crois, c'est ça. Mieux, c'est comme ça. Voilà, je représente depuis 10 ans à la tête de l'URPS des kinés libéraux, les 9000 kinés libéraux. En fait, il faut changer de paradigme, moi, je pense. On nous a forcé, entre guillemets, à travers les tarifications... Alors, pas pour autant que l'assurance maladie n'est pas un partenaire, mais bon, il y a des décisions qui sont prises à faire du soin de plus en plus dans nos cabinets, c'est-à-dire que voilà, et en même temps avoir un quota pas dépassé. Donc en fait, typiquement, c'est autour de 30 patients par jour payés autour de 18 €, augmenté d'1 € tous les 20 ans. Donc ce paradigme-là, c'est-à-dire faire du soin et multiplier les actes dans la journée, c'est le paradigme qu'on connaît depuis à peu près 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, alors moi, si j'ai réussi un truc en 10 ans, mais un seul, c'est d'avoir fait avec l'HAD Santé Solidarité du Var une augmentation des tarifs des professionnels de santé kinés qui interviennent chez les patients. Ça a commencé avec l'HAD Santé Solidarité du Var et ça a été repris au niveau national. C'est-à-dire qu'on propose aux kinésithérapeutes une augmentation, on multiplie par 2 le prix de la séance, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc là, on propose un vrai tarif pour une vraie consultation avec évidemment des retours sur objectifs, un bilan, etc. Et là, le praticien a le temps. Il a du temps à consacrer à son patient. Il peut faire quasiment même plus
que sa consultation et sa séance de kiné, il peut parler de la prévention du tabagisme, puisqu'on a cette possibilité. Voilà, ça nous a été accordé. On peut faire un bilan prévention. J'espère que bientôt sortiront les textes de l'assurance maladie, parce que ça fait 2 ans qu'on nous l'annonce, etc. Donc c'est un changement de paradigme. Il faut penser que chaque intervenant puisse faire son travail de porter la bonne parole sur la prévention à chaque patient, puisque c'est vrai qu'on est en première ligne et qu'on a en plus, nous, kinésithérapeutes, la possibilité de voir le patient au long cours, plusieurs fois par semaine pendant du temps. Mais en fait, c'est un paradigme médico-économique qu'il faut repenser. Moins d'actes, de meilleure qualité, mieux et payé. pour les bons patients, c'est-à-dire ceux qui en ont vraiment besoin. Est-ce que c'est une solution mieux payée pour qu'ils fassent, entre guillemets, des actes mieux plus payé pertinents, à l'acte. Mieux payé, oui, c'est Hein ce que j'entendais. Mieux payé à l'acte, il dit, si moi, là, j'ai plus de temps, donc je peux plus observer mon patient dans son ensemble. Oui, madame, j'ai vu que vous vouliez aussi réagir. Et monsieur, là, il n'avait pas l'air du tout d'accord avec vous. Vous voulez qu'on continue de faire réagir à ça Peut-être, oui. Peut-être un mot pour remettre une pièce dans Allez, monsieur, d'abord, non. monsieur, il voulait mettre une pièce parce qu'il n'était pas du tout d'accord. Est-ce que vous dites, j'ai vu à votre expression. Monsieur. Non, je vous laisse vous lever, pardon. Oui. Donc, moi, je suis dans un secteur, je suis au bout de la vie. Non, mais pourquoi vous avez grimacé quand il a dit... Non, moi j'ai une formation équivalente à la base. Oui. Après, j'ai fait l'école nationale. Oui, je fus infirmier anesthésiste. Après, j'ai fait l'école nationale de santé. J'étais directeur d'établissement. Et après, j'ai créé 500 lits d'EHPAD et j'étais vice-président du syndicat national. C'est des directeurs et de 1800 maisons de retraite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Non, je remets parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, en fin de compte, la prise en charge globale de l'humain, de la vie à la mort. Je dis toujours, on évite une naissance, on n'évite pas une fin de vie. Aujourd'hui, on va être confronté, les politiques le savent, un Français sur 3 aura plus de 65 ans dans quelques années. Absolument. Et un Français sur 2 aura le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler entre 2030 et 2040, avec 700 000 personnes qui vont devenir dépendantes à prendre en charge. Donc aujourd'hui, ça a un coût. Et c'est vrai qu'il y a une prévention qui est énorme. Par la qualité, justement, parler de santé. Le professeur Jean-François Girard avait fait un rapport extraordinaire, d'ailleurs, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Il faut démédicaliser la prise en charge. Son rapport était extraordinaire. Et justement, favoriser l'accompagnement, optimiser ce que la personne est encore capable de faire. Et justement, ça fait partie de la prévention. Et je crois qu'on est une... Et qui a intérêt à encourager ces actions? Vous dirigiez X EHPAD, etc. On a besoin de ces patients, on a besoin de remplir les EHPAD avec ça. On sait très bien, on a parlé, on a besoin de ces personnes pour les remplir. Donc qui a encore, j'insiste, je suis un peu monomaniaque, mais qui a intérêt à ce qu'il y en ait moins, qu'il y ait moins de aujourd'hui, de par le chiffre, on va manquer parce qu'aujourd'hui on avait adapté. On ne sait pas. Vous rappelez, on ne sait pas. On sait pas. Aujourd'hui, on devait adapter les moyens par rapport aux besoins. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous savez très bien qu'on adapte les moyens par rapport, plus du tout par rapport aux besoins, mais on prend l'inverse. Et il est certain qu'on va manquer de lits, on va manquer de prise en charge. Bon, les établissements, les EHPAD. Bon, on sait très bien, il y en a à tous les niveaux. On a vu les rapports, on a vu certaines publications. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils vont changer de nom. Vous l'avez vu, on va appeler, on parle d'autonomie, parce que les EHPAD, c'était une horreur, en fin de compte. Maison de l'autonomie, c'est ça? Oui, maison de l'autonomie. Et, oui, en fin de compte, dans tous nos établissements... on peut pas, moi-même mes parents, en fin de compte, on finit dans des établissements parce qu'en fin de compte, maladie d'Alzheimer, il y a certaines pathologies aujourd'hui, on peut plus maintenir les gens à domicile. Tout le monde vous dit, la personne âgée, en fin de compte, elle souhaite rester chez elle. Elle ne peut plus, il y a un moment. Elle ne peut plus, il arrive un moment où on ne peut plus. Maintenant, personne ne souhaite aller à l'hôpital et les hôpitaux sont pleins. Et donc vous dites de la même manière que le professeur Chauvin, on n'a plus le choix là. Sinon, on est déjà dans un mur et là on peut pas. On est dans le mur. On est dans le mur. Aujourd'hui, avec en plus, nous on a remarqué, suite à la canicule 2003, on a connu tous les ministres qui se sont suivis, les plans Alzheimer, plans de vieillissement grand âge et tout. On n'a jamais eu les moyens qui correspondaient vraiment aux besoins. Bien sûr. Et c'est dramatique parce que notre personnel. Moi, j'ai fait pas mal de pays, la Belgique, le Japon et tout. Vous allez en Belgique,
une aide-soignante est fière de travailler auprès des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas en France. Absolument. Elle n'est peut-être pas payée de la même manière aussi. Oui, ils sont un peu mieux payés. En Suisse, encore beaucoup mieux payés. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut valoriser les métiers. Là je suis complètement d'accord. Il faut aujourd'hui valoriser ces métiers. Il y a une possibilité d'évolution de carrière qui est importante. Moi, j'ai des infirmières qui sont devenues directrices, qui ont fait des études supérieures. Et en valorisant ces métiers, on pourrait peut-être améliorer aussi cette prise en charge un peu globale. Madame qui avait patienté, et après je vous ferai réagir à tout. Merci beaucoup. Merci. Donc moi je suis Sylvie de Marty, je viens du Limousin où j'ai été 35 ans gestionnaire d'EHPAD et je suis arrivée dans les Alpes-Maritimes où j'ai été 3 ans directrice de résidence étudiante avec des jeunes qui étaient en précarité puisque ce n'est que des gens boursiers. Et je pense qu'on parle beaucoup des soignants, mais on ne parle pas de tout ce qu'on peut faire avant les soignants. Parce que moi je l'ai vécu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas été un électron libre au Crous, ils n'ont pas trop apprécié, mais ce n'est pas grave, puisqu'on nous demandait d'envoyer les jeunes chez les psys quand ça n'allait pas. Est-ce que vous avez déjà essayé d'envoyer un jeune de 18 ans chez le psy en lui disant « T'es malade, vas-y, c'est le moment ». Eh bien, j'avais trouvé la solution, ils venaient me voir quand ils voulaient, j'allais en pyjama dans la salle avec eux le soir, on jouait, et je me suis rendu compte, mais après, quand je suis partie sur les mots qu'ils m'ont laissés, j'en ai pleuré, des jeunes qui m'ont marqué. Il y en a un qui m'a mis « Vous m'avez sauvé la vie ». J'ai été le voir. Pourquoi ? Il m'a dit « Parce que vous avez communiqué avec moi ». Il n'y a plus de communication. On leur vend du rêve. Les profs leur vendent du rêve. À l'université, on leur dit « Vous allez travailler, vous allez voir, vous allez gagner des millions. En plus, c'est la cité du cinéma, vous allez être acteur, producteur, tout ce que vous voulez. » Et moi, je cassais le mythe, où je leur disais « C'est pas vrai ». Je les ramenais à la réalité. Et les jeunes n'écoutent que les gens de terrain maintenant. Ils n'écoutent pas les professeurs. Les professeurs, d'abord, bon, s'il y en a ici, tant pis, mais ils racontent n'importe quoi. Ils lisent ce qu'il y a dans les livres, mais ils ne sont pas de terrain. Et c'est des gens de terrain qui peuvent agir. Moi, je sais que j'ai agi. Maintenant, je suis à la retraite. Tant mieux. Depuis le 1er janvier, j'ai monté une association pour prévenir le mal-être des étudiants par l'art. Parce qu'ils ont des choses à dire. Ils écrivent ce qu'ils ont à dire. On peut le transformer en chanson, en musique, en tableau, tout ce que vous voulez. Mais j'ai des problèmes pour trouver les subventions parce que personne n'y croit. Voilà. C'est ça. Tout simplement. Mais je ne lâcherai pas. Des subventions sur la prévention et pourtant, la prévention, il n'y a rien. Et vous allez sur le terrain. Sur le terrain. En plus, le maire de Cannes veut la prévention des jeunes. Il veut faire de Cannes une ville étudiante. Mais vous n'avez personne derrière qui amène le financement. Et pourtant, il y a à faire. Mais j'y arriverai. Et vous avez fait vos preuves, entre guillemets. Voilà, en plus, je viens du terrain, je sais ce que les jeunes sont ils sont mal. Ils sont très très mal. Des tentatives de suicide, j'en ai eu. On leur a dit. En plus, ce qui est effrayant pour avoir vécu la période Covid, le tsunami de la souffrance mentale était annoncé très tôt. On se disait, très vite, on va se retrouver face à ils ne sortent plus, je sortais plus qu'eux. Donc, terrible. C'était grave. Donc tout ça, on l'aurait pu anticiper. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on a évoqué plusieurs choses. Effectivement, est-ce que valoriser davantage le travail des soignants, le valoriser aussi économiquement est un levier pour qu'ils fassent un travail plus pertinent et qu'ils aient le temps pour faire cette approche, proposer cette approche globale et donc peut-être avoir d'autres partenaires qui peuvent prendre en charge plus la prévention primaire et comme me dit madame, favoriser aussi, mais ça vous l'avez évoqué, tout le reste, c'est-à-dire l'éducation, l'environnement, vous dites le système de santé contribue très peu. Il y a tout le reste. Et ces problèmes de financement, on ne trouve pas du financement dans la prévention. Moi, je vois, il y a plein d'actions qui sont encouragées, mais qui ne sont pas pérennisées. Les ARS, elles arrosent ponctuellement pour l'expérimentation, et quand elles marchent, ils arrêtent quand même. Donc, on se dit, Je sais que vous n'avez pas de solution miracle, mais... Non, ce qu'on peut, c'est analyser pour essayer de voir ce qui risque de se passer. En 1945, en fait, il faut remonter à 1945 pour comprendre ce qui s'est passé. En 1945, donc Ambroise Croizat, Pierre Laroque, les deux qui créent l'assurance maladie, enfin la sécurité sociale, pas l'assurance maladie, ont deux problèmes à résoudre. Un, celui de l'accès aux soins. Et il déclare que tous les Français doivent avoir accès aux soins. C'est ça, hein, les ordonnances de 1945. Et il crée trois systèmes de prévention, la PMI,
la médecine scolaire et la médecine du travail. Par ordonnance, un tout petit peu après les premières ordonnances de 1945. Qu'est-ce qu'ils avaient dans l'idée? Ils avaient dans l'idée que certes, il fallait résoudre le problème d'accès aux soins, mais il y avait toute la prévention, notamment des plus jeunes, qui était le gage pour qu'ils arrivent en bonne santé après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire fonctionner les hôpitaux, on a petit à petit ponctionné, dans la médecine générale, qui petit à petit a fait tourner les services d'urgence des CHU, petit à petit a fait tourner, on a pris des médecins généralistes, par exemple au centre Lambérard, on embauchait des médecins généralistes pour faire le travail que les médecins cancérologues ne faisaient pas forcément, parce qu'ils allaient à droite, à gauche, etc. Donc c'est des journées... Bon. Donc on a ponctionné ça, on a ponctionné dans les systèmes de prévention, la PMI est exsangue, la médecine scolaire, je ne vous raconte pas l'état dans lequel elle est, et la médecine du travail est concentrée sur la prévention des accidents du travail. Elle n'a même pas le droit de prescrire, il paraît. Oui, mais peu importe. Mais quand vous regardez, et donc en fait, notre système de soins qui n'a de cesse que de chercher à se développer, en fait, absorbe tout notre système comme les supermarchés ont absorbé tous les commerces de quartier qui ont disparu de toute notre ville, notamment les villes moyennes où il n'y a plus un commerce, Saint-Étienne, il n'y a plus de commerce en centre-ville. Pourquoi? Parce que les hyper ont tout absorbé. C'est exactement la même chose qui s'est passé en médecine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième... donc ça ne vient pas par hasard. Enfin, ce qu'on constate en ce moment, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est une volonté politique d'organisation et de formation, puisque en plus, ils sont tous formés au même endroit, le HESP, où on les forme au système productiviste, on leur apprend exactement, voilà. C'est pas le fruit du hasard. Deuxième point, notre système, et je le dis exprès, c'est pour ça que je repartais à 1945, quand vous lisez, c'était répondre aux besoins de la population. Et petit à petit, notre système a dérivé, non pas pour répondre aux besoins, mais pour répondre à la demande. Ouais. Et on pensait que, comme on dit dans notre jargon, la demande était le proxy des besoins. Mais on sait que c'est faux. Que les gens qui demandent le plus, ce n'est pas ceux qui ont le plus besoin. Et donc, ce système fondé sur la réponse à la demande va très bien, parce qu'en fait, il n'a pas de solution. Il n'y a pas... C'est impossible de faire un système qui réponde à la demande. Parce que la demande, par définition, elle est illimitée. Donc, on sait en fait maintenant que le système n'a pas de limite. Quand vous faites les équations, en fait, il n'y a pas de solution. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est de refaire un système qui est fondé sur la réponse aux besoins. Et c'est ce qu'on appelle l'approche populationnelle. Vous avez peut-être entendu. Ça consiste à quoi? Ça consiste à segmenter la population et à répondre en fonction des besoins de ces segments de population. Ça n'a pas de sens de traiter l'insuffisance rénale de quelqu'un qui a 90 ans comme on traite l'insuffisance rénale de quelqu'un qui a 30 ans. Or, actuellement, en France, c'est la même chose. Vous mobilisez les mêmes thérapeutiques, simplement, ça n'a aucun sens. Et il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire ce shift-là. En France, on n'est pas prêt à le faire. Pourquoi ? J'essaie de répondre à tout le monde d'un seul coup, parce qu'en fait, on a le système de paiement à l'acte. Un système de paiement à l'acte n'a d'intérêt que dans un système concurrentiel. Sinon, ça n'a aucun sens. Et donc, quand vous avez un marché concurrentiel, donc maintenir un paiement à l'acte à Paris, pourquoi pas? À Lyon, pourquoi pas? Vous avez des endroits entiers de la France, quand vous faites un peu de géographie de la santé, où ça n'a aucun sens. Et donc, il faudrait, et il y a beaucoup de réflexions là-dessus, introduire en fait un paiement sur les objectifs de santé de la population, une baisse de l'obésité infantile, une baisse... Il y en a un peu sur le diabète. Par exemple, le diabète, qui est quand même un truc considérable, il va à 13 milliards d'euros par an, parfaitement évitable pour à peu près les 3/4. Et en fait, ça fait tourner la machine. Ça fait tourner la machine. 72% du budget des hôpitaux, ce sont des affections à longue durée. 72%.
Qu'est-ce qu'une affection à longue durée a à faire dans un hôpital d'aigu? Honnêtement, rien. Il peut tout à fait être pris en charge ailleurs, dans des structures de proximité. D'ailleurs, c'est ce que demandent les patients. Vous le rappeliez tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas rester à domicile, mais les gens demandent à être proches de leur domicile, pas être transportés dans un établissement qui est à 30 km de chez eux, où ils savent qu'ils n'auront aucune visite. Ils vont être complètement isolés. Donc, en fait, c'est l'intégralité de notre système qui est à repenser, avec un système qui est fondé sur, une approche, ce qu'on appelle une approche populationnelle, un paiement par objectif de santé et non pas à l'acte pour les parties, en tous les cas les plus sous tension de notre pays, et un système qui est fondé sur les besoins et non plus sur la demande. Autant dire qu'un changement de logiciel comme ça ne se fait pas dans l'année, et je pense que je serai en EHPAD avant que ce soit C'était presque le sens de ma dernière question et conclusion. Ah, Kamela. Mais Karine Amela, j'ai appelé Kamela. Ah, oui. C'est un résumé. C'est comme ça que je signe. Mais oui, c'est intéressant comme conclusion et ça ouvre des perspectives et je crois qu'on en avait besoin parce que tu as beaucoup orienté tes questions sur finalement les freins ou le défaut d'incitation en disant quel est l'intérêt à agir. Je pense que si les questions avaient été qu'est-ce que vous avez mis en place de votre place d'acteur du système, où on est chacun qu'un seul acteur d'un système qui est complexe, les réponses auraient été très différentes. Alors, il y a déjà eu quelques illustrations qui ont été partagées d'expérience, mais je pense qu'en lien avec la prise de conscience assez massive que vous évoquiez, professeur, tout à l'heure, quand même, y compris nous, acteurs du soin que nous sommes, je rappelle qu'on est établissement de santé, mais notre mission, c'est le soin, l'enseignement et la recherche. Eh bien, on œuvre en matière de prévention. Cette prise de conscience, elle est en train d'essaimer. Elle irrigue aujourd'hui, je parle des établissements que je connais, les orientations stratégiques des hôpitaux universitaires, pour ceux que je connais en tout cas, parce qu'en fait, c'est aussi une question de soutenabilité et de survie. Il faut aussi qu'on puisse travailler, nous, parce qu'on a un rôle dans un système de santé, à notre propre survie. Et même si à court terme, compte tenu du système de financement, l'exemple du Vifortus était très éclairant, le système de financement des urgences, on aurait pu prendre cet exemple-là aussi. Pour autant, si on veut pouvoir bien soigner, il faut qu'on soigne un nombre de patients qu'on est en mesure de prendre en charge. Et donc pour ça, il faut aussi réussir à le limiter. Et puis, il y a une prise de conscience individuelle des acteurs. Je vais parler de ceux que je connais, hospitalo-universitaires, de ces questions. Il y a des évolutions dans les formations. Vous évoquiez une approche productiviste de l'école de la santé. Alors, j'en suis sortie il y a quelques années. Donc, néanmoins, je peux vous dire que le programme, il évolue et que la dimension de prévention, l'approche populationnelle, tous ces termes que vous avez utilisés, aujourd'hui, ils prennent de plus en plus de place dans ces programmes. Et donc, cette prise de conscience, derrière, on la met au service de terrain. Je vais donner juste un exemple. Je disais stratégie à 10 ans. C'est le cas des Hospices civils de Lyon, programme de transformation, disons, pour faire face aux grandes transitions, dont celle dont nous avons parlé là, avec 10 programmes de transformation. Je ne les cite pas tous. Il y en a un qui s'appelle « Prévenir autant que soigner ». Pour un hôpital, c'est un vrai pari. Bon. Et dans ce programme de transformation, il y a une des actions qui concerne nos personnels, parce qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis de nos professionnels en tant qu'employeurs, quand on est un établissement public de santé. Les salariés du CHU de Lyon, c'est 24 000 personnes. Donc on peut considérer quand même qu'on a possiblement un impact sur un système. Si on prend l'ensemble des 24 000 salariés, on est assez proche. C'est assez représentatif de ce que peut être une population, tant dans les lieux de vie que dans les durées de trajet dans les transports, que dans les niveaux de rémunération, les niveaux de formation, etc. Pas complètement, mais bon, on peut dire que c'est quand même assez représentatif. Et ben aujourd'hui, les sujets de prévention et de prédictibilité, comment on travaille les déterminants et comment on transpose ce qu'on peut proposer à nos patients en termes de parcours de prévention à nos professionnels en fonction de déterminants de santé qu'on a identifiés. Alors ça suppose un gros travail, notamment avec les services hospitalo-universitaires de médecine et de santé au travail, et les services aussi de santé publique, on travaille à plusieurs là-dessus, pour essayer de transposer ce qu'on pourrait proposer à nos patients, à nos propres professionnels. C'est déjà une première marche. Et je pense que des petites premières marches, chacun d'entre nous ici
On en a conduit, on en conduit, on a encore envie d'en conduire beaucoup plus. Voilà pour une note un peu plus, peut-être optimiste. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Merci, Karine, pour cette... Ah, on a encore une question. Allez, on prend une dernière question. Non, mais allez-y, je vous en prie. Bonsoir, Gabrielle Marondel. Donc, je suis formatrice en IFSI à la Croix-Rouge d'Olioul. Et pour faire suite aux propos de Madame, on est en plein dans la réforme de l'ingénierie de formation, puisque du coup, à partir de septembre 2026, on va déployer le nouveau référentiel de formation qui donc va comporter dans les 5 grands domaines maintenant, puisqu'on ne va plus forcément parler que d'UE, d'unité d'enseignement. Donc le domaine C qui est axé essentiellement sur la prévention et promotion de la santé. Et sur les 4600 et quelques heures de formation, il y a presque 330 heures qui vont être dédiées à la formation et à la sensibilisation des étudiants à la prévention et la promotion de la santé, dans lequel restera inclus le CESA, donc le service sanitaire, qui est d'actualité depuis des années, depuis 2009, et qui du coup va continuer à persister dans ce domaine C, avec le déploiement de la fresque One Health, etc. Donc voilà, ça arrive aussi parce que la réingénierie est aussi pensée dans les différents référentiels de formation et du coup avec peut-être un effet en cascade, ensuite de délégation peut-être de tâches pour libérer du temps, avec aussi essentiellement la consultation infirmière qui va se développer dans ce nouveau référentiel. Restera à voir comment les étudiants vont accrocher à ces nouvelles fonctions, ces nouvelles compétences, étant donné qu'ils ont surtout une appétence pour le soin technique. C'est ça. Et pas forcément... nous tenir au courant. Oui. Voilà, donc c'était juste pour compléter les propos. C'est extrêmement intéressant. Alors, presque une question en forme de conclusion. Ah, pardon. Bon, allez, c'est la dernière avant que la der des der. Bonsoir, si vous me permettez, je vais intervenir. Je suis Patrice Malzieux, un abonné. Je ne travaille ni dans les soins ni dans la santé. C'est parfait, tant mieux. Je ne suis pas non plus consommateur de soins, ce qui m'arrange. Et pour l'instant, je suis en bonne santé. Par contre, je profite du hasard qui m'a amené vous voir pour vous présenter un système qui aide des personnes à se déplacer en fauteuil roulant. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de rester 5 parce minutes. On va prolonger ce moment après. Donc, ce qui serait bien, c'est comme tout le monde va rester là, vous pourrez, en plus, ce sera plus facile pour tout le monde. Vous le montrez, on pourra descendre et regarder. Si ça ne vous ennuie pas, ce sera plus simple. Ça ne m'ennuie pas du tout. Et je remercie Vite fait Nice Matin parce que j'ai eu un article qui m'a été consacré dans le Var Matin. Oh, magnifique. Voilà. Vous voyez qu'on sert à quelque chose. Merci beaucoup, monsieur. Oui, professeur Chauvin, puisqu'on approche de la fin, il se passe, avec les 2 dernières interventions et même d'autres, il se passe quelque chose. On a dit le système de santé à bout de souffle. Il n'y a pas le choix. Et il semble qu'il y ait une vraie volonté, qu'il y ait de la formation. Il se passe réellement quelque chose. Peut-être parce qu'il y a l'urgence. Et l'urgence, elle est rappelée par vous, elle est rappelée par professeur Guérin, qui vous parlait de ce tsunami démographique, monsieur. Effectivement, là, il y a urgence. Et est-ce que vous observez vraiment qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une acculturation, que les professionnels ont compris que c'est vraiment la viabilité du système qui est en question. Il va se passer des choses, et des choses importantes dans les années à venir. Et avant que vous ne rentriez en EHPAD, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Enfin, je pense que ces différents témoignages montrent que les choses sont en train de changer. Alors, on ne sait pas encore bien parce que voilà, la France n'a pas cette culture, ce que j'essayais de dire au début. On n'a pas la culture de la santé. On ne sait pas ce que c'est que la santé d'une population. Personne n'a lu, je sais pas, enfin bon, voilà, les auteurs voilà, sur le sujet, etc. Simplement, donc ça change. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. On ne sait pas encore bien comment il faut faire. On sent que notre système est effectivement au bout. Vous le disiez, on introduit la prévention dans les enseignements. Moi, j'aurais préféré, on a quelques-uns essayé, j'aurais préféré qu'on ait un enseignement sur la santé de la population. C'est quoi la santé ?
c'est quoi l'espérance de vie en bonne santé? Pourquoi c'est plus important d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé que l'espérance de vie? Voilà, bon, après il y a plusieurs approches, mais je pense que vous devez l'aborder, c'est ce que vous allez vouloir me répondre. Attendez, on va vous amener le micro parce qu'on ne vous entend pas. C'est la dernière. Et après, oui. Pour réagir à ce que vous dites aussi, ce qui va peut-être faire qu'il va y avoir du changement, c'est qu'on passe sous une double tutelle. On était du coup sous la tutelle du ministère de la Santé et on passe maintenant sous la tutelle du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc ce sont les facs qui vont avoir la gestion, ça sera plus la DRETS, une partie, voilà. Mais du coup, cette double tutelle, cette double casquette va faire aussi qu'il y aura des apports universitaires aussi peut-être plus développés et que donc il y aura forcément quelque chose qui va rejoindre vos propos. D'ailleurs, un certain nombre de facultés de médecine sont maintenant des facultés de santé. Donc il y a un mouvement quand même assez général. Je termine par un point. Winnicott, qui est un pédopsychiatre, que vous connaissez pour beaucoup, il a beaucoup écrit sur les rêves, etc. Mais il a écrit un bouquin que je vous conseille de lire sur le soin. Et il y a un petit bouquin écrit aussi par Worms, qui est le patron de l'école normale sup, à propos de cet ouvrage de Winnicott. Il disait, si le Cure pouvait parler, il raconterait son long divorce avec le Care. Et en fait, ce que nous avons vécu de tout ce temps-là, c'est le Cure qui a laissé tomber le Care parce que c'est pas possible. Alors on me dit, mais non, c'est pas vrai. Alors je prends un exemple, je termine là-dessus. Pendant la crise Covid, et beaucoup d'entre vous l'ont vécu, on a vu quelque chose d'extraordinaire, notamment dans les hôpitaux, mais pas que, avec cette forme d'entraide entre les soignants, les chirurgiens qui brancardaient, qui retournaient les patients dans les services de réa, qui venaient aider les infirmières, etc. Et tout le monde n'avait qu'un objectif. C'est pour ça que moi je suis extrêmement optimiste, parce que tout le monde n'avait qu'un objectif, en fait, c'était rendre service et aider les gens. Le seul problème, c'est que quand ça a été fini, les directeurs ont sifflé la fin de la récréation en disant « Attendez, on va revenir au tableau Excel, machin d'activité, etc. » Et je pense qu'il faut que dans l'enseignement, et je le dis même chose à mes collègues médecins, il faut, parce que c'est l'ambiguïté, il faut dire aux gens, aux médecins, qu'en fait, on leur demande pour l'instant de travailler dans des usines à produire des soins et pas du tout à soigner les gens. Et que ce divorce, en fait, cette tension, ce qu'on appelle une tension éthique, entre ce que vous êtes censé faire et ce qu'on vous demande de faire, en fait, elle est invivable. Et c'est pour ça qu'à l'issue de la crise, un grand nombre de médecins ont quitté l'hôpital et un grand nombre de soignants ont quitté l'hôpital. On est à peine revenu au niveau d'avant la crise. Et je cite souvent cet exemple parce que les politiques, ça, ils comprennent ce que ça veut dire. Et que nous, médecins, vous, soignants, etc., on n'est pas là pour produire des soins à la chaîne, comme on nous demande de le faire. Et il faut qu'on revienne à un système qui soigne les gens. Et je pense que l'IA va nous y aider très fortement, parce que ça va nous libérer d'un certain nombre de trucs. Et on aura du temps pour soigner les gens, c'est-à-dire le care plutôt que le cure. Merci infiniment pour cette magnifique conclusion. Merci très sincèrement pour vraiment ces échanges sans langue de bois. Merci au public qui a été très réactif. À moi de vous remercier parce que je viens de Lyon et je peux vous dire qu'à cette heure-là, il ne fait pas cette température à Lyon et que vous avez une chance vraiment extraordinaire de vivre dans un endroit où il fait bon. Est-ce que ce n'est pas un déterminant de santé de se retrouver comme ça et d'échanger? C'est un des majeurs, oui, on est d'accord. La socialisation est le meilleur des facteurs de santé.